Christophe sur France Maghreb 2. Bienvenue tout le monde, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 ce mardi 13 septembre, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour le LGF, votre talk de fin d'après-midi jusque 18h avec encore une fois un programme très chargé. Dont je vais vous donner l'intitulé dans un instant. Pour l'heure, j'accueille ceux qui vont nous accompagner, vous accompagner en ce mardi, commençant par Nadia Cherif. Bonjour Nadia, de retour à Paris. Comment ça va Nadia ? Très bien, et vous tous, et toi et Philippe, très heureuse d'être en votre compagnie. Eh bien, ravi de te revoir. T'étais longtemps au Maroc, hein ? Ah oui, 2 mois. 2 mois, ouais. Oui. D'accord, bah dites donc. Ça, comme on dit chez nous. Mon micro, ah oui. Alors Nadia, toujours dans le milieu de la finance et du milieu associatif ? Ah oui, finance, associatif, et puis des cours aussi. Je donne des cours dans des écoles de prise de parole, la preuve. Très bien, bah c'est bien, c'est parfait. Philippe Boyaki est avec nous, comment ça va mon Philippe ? Eh ben écoute, ça va très bien. Depuis la dernière fois, ça fait 2 semaines, il s'est passé plein de choses quand même, mon petit Totof. Ouais, conseiller régional de l'écologie au centre. Alors, conseiller régional de l'écologie au centre. Au centre, de manière assez officielle maintenant, puisque j'ai rejoint l'écologie au centre. Après ma victoire sur Europe Écologie Les Verts et ma démission dans la foulée, félicitations. Je m'en vais comme un prince. Washkane. Et merci infiniment. Et surtout, je suis maintenant aussi co-porte-parole nationale de l'écologie au centre. Très bien. Bon, bah, plein de fonctions pour l'ami Philippe. Tu veux savoir ce que c'est l'écologie au centre ? Je t'en fous. On verra ça plus tard. Genre, tout le monde sait ce que c'est l'écologie au centre. Oui, bah, c'est l'écologie au centre, quoi. Ouais, voilà. Pas mal. Bien vu. C'est pas de gauche, c'est pas de droite, c'est au centre. C'est ça, au centre, de manière pragmatique, lucide, loin du dogmatisme et sectaire. Est-ce que le centre, ça veut dire la balance ? Ou si tu veux, l'équilibre. Ou est-ce que c'est en même temps la macronisme ? Ouais, comme tu veux. Ouais. Non, en vérité, c'est pour comparer, pour ceux qui auraient une référence, c'est un petit peu comme les Verts allemands. Selon les Länder, ils composent et ils font des alliances pour pouvoir mener à bien leur programme avec le CDU, le SPD, les libéraux. Du moment qu'on ne cautionne pas les extrêmes, Nadège, tu veux manquer, mais ça va même pas manquer. De quoi ? Qu'est-ce qu'il y a fait ? Quand elle branche son câble, ça arrache les oreilles. C'est bien fait. C'est bien fait pour vous. Nadège, qu'on salue évidemment et qui va relayer cette émission sur les réseaux sociaux Instagram, le Grand Forum FM2, Twitter, le Grand Forum FM2. Vous pouvez voter d'ailleurs pour la battle tout à l'heure qui vous opposera. Nadia et Cherif à propos de cette proposition de loi. Oui. Nadia Cherif, oui. Et qui va être déposée par la NUPES, par des députés de la France Insoumise qui vise à faire interdire les jets privés. Et on se réfère à l'argument suivant, on va demander aux Français de se chauffer à pas plus de 19 degrés. Il est tout à fait opportun de faire interdire les jets privés pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises, que à des cas exceptionnels, évidemment, ils auront droit. Et ça rentrerait en vigueur à partir du mois de janvier. D'accord ou pas d'accord ? Pour l'instant, 44% sont d'accord. Le reste est pas d'accord. On verra, évidemment, entre Nadia et Philippe. Et ils vont se batteler, ils vont s'affronter tout à l'heure. Pour l'heure, voici le programme. Le Grand Forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2. La battle donc tout à l'heure en fin d'émission. Il y aura évidemment le quiz, bien sûr, le quiz lié à l'actualité, la belle histoire des génériques. Aujourd'hui, on va revenir un petit peu en arrière avec je suis sûr que vous connaissez tous Mike Gaver, l'histoire du générique de Mike Gaver avec Mam tout à l'heure. Fabien Roussel qui persiste et signe et qui même enfonce le clou, quoique quand il est sur Sud Radio il revient un peu en arrière sur les allocations chômage et sur le fait de défendre une valeur travail plutôt qu'une valeur des allocations. Ça fait polémique, on en reparlera évidemment tout à l'heure. Le zapping à suivre. Et puis on va se demander et répondre à cette question, va-t-on devoir changer nos habitudes avec cette crise énergétique qui arrive, qui est déjà là d'ailleurs. Va-t-on changer nos habitudes ? Est-ce que vous avez changé vos habitudes ? On en reparle évidemment dans quelques instants. Et puis notre fait du jour qui a un petit peu évolué, c'est le témoignage exclusif de Hadjira, sœur de Redouane, qui a été tuée à coups de couteau pour rien à Grenoble. Le procès s'ouvre jeudi et vendredi. Elle témoignera, nous racontera ce qui s'est passé concernant son frère. Comme quoi la violence parfois elle est totalement gratuite et on peut mourir pour rien. Et tout de suite et pour commencer, c'est les clins d'œil. Le Grand Forum, Christophe Fro sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Les clins d'œil, c'est un nouveau rendez-vous dans cette émission du LGF, le Grand Forum, avec quelques événements qui ont eu lieu et qui ont attiré notre attention et qui vont peut-être attirer la vôtre, Monsieur Bouriaki, Madame Cherif.
À commencer par cette 2019, notamment le maire de Levallois-Perret, Patrick Balkany, qui ce jour-là est condamné à 4 ans de prison ferme pour fraude fiscale. Philippe, un commentaire sur le maire de Levallois-Perret qui a fait du HEPS. Mais tu te rappelles pas de mon avis tranché? Peut-être, oui, je me rappelle pas. Sauvons Patrick. Oui. Mais attends, il est mémorable celui-là, t'es fou quoi. Sauvons Patrick. Tu te rappelles pas de ce... Attends, je vais te l'envoyer et tu vas le diffuser. Je crois que c'est un peu... Non, on n'a pas le temps là. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Ah, t'invites les gens et il n'y a pas le temps. Ah, non, pour Alexis, il y a le temps, hein. Bah oui. Il a pas vu ça, Alexis, hein, qu'il n'y avait pas le temps. Alors, non, bah écoute, que dire moi, j'ai rencontré Patrick Balkany à plusieurs reprises parce que c'est un fan de basket et il y a un gros club de basket à Levallois et on s'est rencontrés sur les matchs, les derbys Nanterre-Levallois. Au demeurant, c'est un homme charmant, c'est un homme avenant, il a l'humour, il rigole, il a la camaraderie et je comprends que les gens de Levallois ont été subjugués par cet homme qui disait oui à tout et surtout voter pour moi et d'ailleurs à chaque fois il était élu dès le premier tour mais d'une façon mémorable, il n'y avait pas de discussion, il n'y avait pas photo. Ah, c'est vrai que les gens de Levallois ont toujours apprécié la famille Balkany. Hein. De fou. Donc après, ce qu'il a fait, c'est pas super cool parce que du coup ça a coûté aux contribuables et ce qu'il a fait c'est des hôpitaux en moins, enfin j'extrapole, mais tous les fraudeurs, c'est à la collectivité, à toute la nation qu'ils enlèvent un potentiel pour pouvoir soigner les gens, apprendre, faire des routes, enfin voilà. Et donc ça, c'est pénalement répréhensible et on voit qu'en tout cas, qu'il y a une justice qui peut être un petit peu plus clémente avec certains et qui ne fassent pas complètement leur peine. On voit Madame Balkany a été condamnée, n'a jamais fait un seul jour de prison. C'est vrai qu'il ne faut pas se suicider au Doliprane, j'arrête pas de le dire, vous pouvez avoir un gros mal de ventre, il ne faut pas le faire ça. Il y a d'autres méthodes, mais il ne faut pas vous suicider tout court, la vie est trop belle. Mais voilà, que dire, la décision de justice est tombée, on peut considérer qu'elle soit laxiste, qu'elle n'était pas assez sévère. À ce moment-là, il faut voter pour l'écologie au centre et avoir plein de députés qui l'appliqueront. Ça, il vient faire sa pêche, l'autre. Bah évidemment, moi je pense, oui, j'entends ce que tu dis, mais à côté de ça, moi je pense que c'est une bête politique et il a créé la ville de Levallois. Les personnes qui y habitent sont très fiers d'y être, sont contents de leur ville et ça a été un politicien hors pair parce qu'il a construit sa ville. Il a été la preuve par l'exemple que justement un maire crée une ville. En revanche, il a aussi été, comme tu l'as dit, un personnage qui a endetté la France et les citoyens français. Mais ça, on ne le remarque pas parce qu'il n'y a pas un impact précis au niveau des facturations, des budgets, etc. On ne le voit pas encore. Mais ça reste une personne qui a créé une ville. Et malheureusement, pour beaucoup de Français, c'est quelqu'un qui est intouchable. Et on a tendance à dire que les politiciens sont intouchables. Et il en est l'exemple. Alors, il y a une petite chanson qui avait été écrite pour lui par Grand Corps Malade. Patrick, les juges sont des méchants. T'inquiète, Patrick, personne ne les entend. Patrick, tu es fort, fier et franc. Merci, Patrick, c'est bien toi le plus grand. Voilà, Grand Corps Malade, extrait de cette chanson donc, de Patrick, donc un 13 septembre, pardon. Et en 2019, donc Patrick Balkany condamné à 4 ans de prison ferme pour fraude fiscale. Et puis en 2017, c'est la désignation de Paris comme ville organisatrice des Jeux Olympiques de 2024. On y approche. À l'époque, la réaction du président Emmanuel Macron. Le Comité international olympique a reconnu, c'est aussi l'image et les valeurs de la France. La volonté de la France de porter les valeurs de l'olympisme. Ce que le Comité international olympique a reconnu, c'est votre énergie, votre volonté de porter ces valeurs dans le monde d'aujourd'hui et votre capacité à porter ces Jeux pour 2024. Alors sauf que les préparatifs se font, mais qu'il y a quelques retards au niveau des travaux, des infrastructures paraît-il. Bon, alors rien de grave nous dit-on, mais en matière de transport on ne sera pas prêt. Les lignes de métro qui ont été choisies, construites, qui sont en cours de construction pour les Jeux Olympiques, il y en a beaucoup qui ne seront pas prêtes. Il y a des privilégiés. Voilà. La ligne 16, elle était censée arriver là et elle va arriver en 2026.
Voilà, 2026, c'est après les Jeux Olympiques de 2024, effectivement. Ces Jeux qui se dérouleront donc au mois d'août 2024, du 2 au 18 août. Exactement. Orly ? Oui. Orly, il n'y a rien. La ligne 14 qui va mais je crois qu'elle arrive après. Hein. Ouais, je crois qu'après, ouais. 2027, puis de toute façon, il n'y a rien pour les Jeux là-bas. Il y a Walou à Orly. Il y a Walou. Ouais, dans le Val-de-Marne. Inauguration sur la Seine, enfin ça va être grandiose, cette histoire. Attends, ça c'est pas complètement ficelé. Bah, un peu quand même. Non, je te dis, écoute, je te donne une info en exclu si tu veux. Ouais. C'est pas complètement ficelé parce qu'il y a des vrais problèmes d'organisation de sécurité. Mais j'aimerais beaucoup que Patrick Caram, tiens, je vais lui en parler, qu'il vienne vous en parler. Ah bah écoute, avec plaisir. Il est le VP à la région sport, loisirs, vie associative, politique de la ville et aussi des JO et des JO paralympiques. Très bien. Eh ben oui, il ne faut pas oublier les JO paralympiques. Et puis, notre dernier clin d'œil, c'est la disparition à l'âge de 91 ans du cinéaste Jean-Luc Godard ce matin. C'est un film de Jean-Luc Godard. Ils ne sont pas si nombreux, ces noms qui incarnent à eux tout seuls, tout à la fois une légende, un style, une révolution. Ces noms qui suscitent tour à tour admiration ou rejet. Godard, une première. J'ai travaillé avec Godard parce que Godard, c'est un créateur. C'est un vrai cinéaste. C'est quelqu'un qui a quelque chose à dire, qui a une écriture cinématographique particulière, la sienne. Fin des années 50, avec d'autres critiques des cahiers du cinéma, Romer, Truffaut, Chabrol, Godard fait souffler un esprit nouveau sur les écrans. New York Herald Tribune. Je te le rends, il n'y a pas d'horoscope. Qu'est-ce que c'est l'horoscope? L'horoscope, c'est l'avenir. J'ai envie de savoir l'avenir, pas toi? Moi aussi. Une nouvelle façon de filmer, décors naturels, caméra à l'épaule, dialogues improvisés. Un nouveau langage qui séduit acteurs et public. Je crois que le cinéma, il faut beaucoup de spontanéité, souvent. Et avec Godard, c'est très facile de pouvoir faire ça. Ce sera le film emblématique d'un nouveau courant. Ça correspondait à moi un désir de montrer que tout était permis. Tu les trouves jolies, mes fesses? Oui. Très. En 1965, Jean-Luc Godard tourne avec Bardot, mais aussi Piccoli, Jacques Palance et Fritz Lang, l'un de ses chefs-d'œuvre. Mais quand les producteurs découvrent son film, ils tempêtent. Ils ont payé pour avoir bébé, ils veulent du sexy. Godard retourne alors, une scène mythique. Moi, je trouve qu'elles sont pas assez rondes. Un tournage aussi légendaire que le film lui-même. Brigitte Bardot accepte de se dénuder, mais pas de renoncer à sa coiffure choucroute. Godard lui propose un étrange marché. Enfin, disons, est-ce que si je marche sur les mains, est-ce que chaque mètre que je marche sur les mains, est-ce que vous acceptez de baisser d'1 centimètre votre coiffure? Bébé ignore alors que Godard n'est pas qu'une grosse tête, c'est aussi un athlète. Godard, deuxième. Période politique, fin des années 60, quand son film La Chinoise préfigure la révolte étudiante. En mai 68, il est avec Truffaut un des premiers à réclamer l'annulation du festival. On parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez travelling et gros plans. Vous êtes de rien. Période plus contrastée ensuite, car si le public le boude, des stars comme Johnny Hallyday ou Alain Delon se précipitent devant sa caméra. C'est ça que vous appelez un gros plan? La télé est si mauvaise à cause de ça, si vous voulez, c'est que ça part du texte toujours, jamais des images. Quand ils entrent dans la salle, ils lèvent la tête. La télévision, on la baisse. C'est pour ça qu'il y a besoin de cinéma et que le cinéma restera, car il faut lever la tête. Jean-Luc Godard n'aura jamais cessé de tourner, ou presque. Un enfant terrible érigé en maître, lui aussi peut-être à bout de souffle, au terme d'une vie tout entière dédiée à l'exploration de son art. Voilà un résumé de la carrière de ce grand cinéaste Jean-Luc Godard par nos amis de France Télévisions. Nadia, ça t'évoque quoi, Jean-Luc Godard? C'est tout un pan de l'art cinématographique français et française. Et puis de toute façon, comme ils l'ont si bien dit, Godard, ça veut dire l'art, ça veut dire le cinéma. C'est un nom, mais c'est aussi un style. Bon, y a qui? J'ai tweeté, je crois que ce matin, je disais la légende écrira Jean-Luc Godard. Ouais, pas mal, effectivement. Bon, ça en est terminé pour les clins d'œil en tout cas aujourd'hui sur ce qu'il fallait retenir en ce 13 septembre. Dans un instant, témoignage exclusif, la violence gratuite, on en entend parler dans les actualités en général.
Et là, on va vous en parler avec la sœur de Redouane qui a été tuée à coups de couteau de manière gratuite à Grenoble. Le procès s'ouvre ce jeudi 15 septembre à Grenoble. On sera avec sa sœur Adjira dans un instant tout de suite. Le LGF, merci d'être avec nous. Alors, chose inédite dans cette émission, pour cette battle de tout à l'heure, j'ai 2 chroniqueurs aujourd'hui qui sont, écoutez bien, c'est quand même absolument incroyable, qui sont contre, pas d'accord, pour l'interdiction des jets privés. Tu peux je le parler rappelle, français, s'il te plaît, parce que là, je parle français, cher monsieur. C'est une proposition de loi qui est déposée par la NUPES, je le rappelle, pour vouloir faire interdire les jets privés pour les particuliers et pour les entreprises. On s'appuie sur le fait qu'on va demander aux Français de faire des économies, de mettre leur chauffage à 19 degrés, de faire des économies d'électricité, et en même temps on laisse se prospérer les jets privés un petit peu partout. Ça pollue énormément. Mais Philippe voilà. et moi, nous avons des arguments. Ils sont pas d'accord. Et donc moi, je suis d'accord pour l'interdiction et je vais me batteler contre eux. Je vais les allumer, je vais les laminer tout à l'heure. Et vous pourrez jouer, vous les arbitres, amis, auditrices, auditeurs. Et j'ai l'avantage de leur couper le micro si je veux, voilà, comme je le fais maintenant. Et je suis le maître de l'émission. Alors, soyons sérieux. Avant cela, on n'en est pas encore là. Nous allons accueillir Adjira qui est avec nous. Bonjour Adjira. Bonjour Christophe. Bonjour et bienvenue. Bienvenue sur France Maghreb 2. Adjira, alors c'est un témoignage un peu dur qu'on va écouter maintenant, puisque vous êtes la sœur de Redouane. Redouane qui a été tué à coups de couteau à Grenoble. Racontez-nous ce qui s'est passé pour votre frère. C'est ça. Redouane a été agressé le 6 août 2019 à Fontaine, donc dans l'agglomération grenobloise, pour ne pas avoir tendu la main à son agresseur. Il voulait lui serrer la main. Redouane avait la main occupée. Il parlait avec un autre ami à lui en même temps. Il lui a tendu le coude. Et du coup, une bagarre a éclaté. Enfin, l'agresseur, son meurtrier, lui a mis un coup de poing pour commencer. C'est un petit peu le caïd du quartier. Donc, pour lui, il fallait qu'il le regarde dans les yeux, qu'il lui serre la main. Du coup, mon frère s'est défendu de cet acte gratuit. Il a pris le dessus. Et l'ego du meurtrier a pris le dessus. Il a pris un couteau et l'a poignardé à plusieurs reprises. Redouane avait 23 ans. Voilà, il est mort pour une poignée de main. Pour avoir refusé une poignée de main. L'agresseur... il n'a même pas refusé. Il était juste occupé à ses mains. Il avait juste tendu le coude. Il parlait en même temps et voilà. Son agresseur a été rapidement interpellé ? Oui. Il a été interpellé parce qu'il pensait que mon frère était encore vivant. Il parlait encore, il lui a demandé pourquoi. Il s'est d'abord enfui et puis il a fini par se rendre. Mais entre-temps, Redouane est mort. Qu'est-ce que vous faisiez, vous, ce jour-là ? J'étais chez moi, je revenais du travail. Et voilà, une amie m'a appelé pour me dire que mon frère était tombé. Je pensais qu'il était tombé, évanoui, enfin je comprenais pas, donc je suis vite arrivée sur les lieux et puis il y avait les pompiers, la police qui essayaient de le réanimer et c'était fini. Donc, vous avez quel genre de sentiment vous avez à 2 jours de l'ouverture du procès ? En ayant rencontré toutes les familles, on est un peu stressé parce que beaucoup de familles vivent avec le sentiment d'impunité. Aujourd'hui, la justice est assez laxiste. Il n'y a pas des peines exemplaires qui sont appliquées. En tout cas, voilà, on trouve des circonstances atténuantes ou des excuses par rapport à l'environnement des meurtriers, etc. Beaucoup, personne ne prend ses responsabilités, on ne les responsabilise pas, donc je suis un petit peu inquiète. Donc c'est pour ça que ça veut dire qu'aujourd'hui, témoigne aujourd'hui. Vous êtes inquiète par la sanction qui va être prononcée ? Je suis inquiète par la sanction, effectivement, parce que du coup, c'est le message aussi qu'on renvoie à nos jeunes. Moi, le meurtrier de mon frère, souvent, il est sur les réseaux sociaux, et beaucoup de gens pensent qu'il va s'en sortir avec pas grand-chose. Et voilà, oui, ça m'inquiète. Ça fait 3 ans qu'on se bat, on fait pas mal de démarches, on a créé une association en parallèle pour lutter contre ces violences, alerter sur cette situation, etc. Et derrière, on se sent démuni, on se sent impuissant, parce que on n'a pas de visibilité sur le verdict, on n'a pas de visibilité sur la suite. On a vécu pendant 3 ans au rythme de la justice. Voilà, au bout de 3 ans, on a enfin une date de procès. Donc c'est long, c'est pénible. Et malgré tout ça, on n'est pas sûr qu'ils prennent une peine
conséquences. Vous voyez, il a enlevé la vie, mais aujourd'hui, on a le sentiment que la vie humaine, elle vaut rien, en fait. La vie de nos jeunes, elle vaut rien. Donc c'est pour ça qu'on mène ce combat, on va dire. Contre les violences gratuites. Alors toutes les violences, oui, elles sont gratuites. Mais aujourd'hui, voilà, mon frère est mort pour une poignée de main. Il y a des jeunes qui meurent pour un regard, pour une place de parking, pour des futilités. On a des gens qui agressent de sang-froid, tuent. Et les motifs, voilà, ils sont dérisoires, ils sont disproportionnés par rapport à la situation. Et c'est plus des cas isolés, c'est plus des faits divers, et on les traite comme des faits divers. Et je me bats pour qu'on reconnaisse ces violences-là, qu'on puisse parler de choses concrètes. Et pour pouvoir les reconnaître, il fallait rédiger une proposition de loi. Parce que malheureusement, en France, ils parlent qu'en chiffres. Vous voyez, mon frère, c'est juste une personne en moins. Et du coup, voilà, il fallait catégoriser cette loi pour pouvoir voir l'ampleur et malheureusement le nombre de morts liés à ces situations. Qu'est-ce que contient cette loi gratuite. Qu'est-ce qu'elle contient, cette loi que vous souhaiteriez proposer? Je voudrais qu'on reconnaisse ce phénomène de violence, comme je disais, banalisé. Je voudrais qu'on les sanctionne et à terme, que peu importe le motif, aujourd'hui, que les peines elles soient à la hauteur. On ne peut pas laisser des familles vivre avec le sentiment d'impunité. Le deuil, il ne se fait pas juste parce qu'on a un procès et qu'on nous dit coupable. Et effectivement, moi j'ai la chance que la justice va répondre et on aura une réponse pénale. Mais il y a des familles pour qui la justice elle ne parle pas. Et pour le fameux pays des droits de l'homme, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, heureusement, il y a des gens bienveillants qui m'ont aidé, accompagné pour la rédaction de cette proposition de loi. Et malheureusement, il faut ouvrir le débat public, il faut des médias, il faut être soutenu, il faut se battre contre tout le monde. En tout cas, alerter tout le monde pour avoir un peu de visibilité et lancer, comme je le dis, ce débat. Nadia, quand tu entends le témoignage de Hadjira, c'est une tristesse infinie et on ne pourra jamais se mettre à la place, mais en tout cas, on écoute et puis de la bienveillance parce que c'est très important. Maintenant, moi, j'ose dire que la justice n'est pas juste et que... Attends, c'est pas encore prononcé. Hein. Non, mais pourquoi je dis ça? Je le dis dans le sens où c'est extrêmement difficile parce que quoi qu'il arrive, ça ne sera pas à hauteur de la peine. C'est dans ce sens-là. Totalement, donc, je suis d'accord. Voilà, c'est pour ça que j'anticipe pas, mais ce ne sera jamais à la hauteur de la peine. En revanche, moi, j'ose dire que avec l'antenne que vous avez aujourd'hui, avec ce que vous faites, et bravo, et je le dis pas juste comme ça, parce qu'il faut du courage, et puis il faut y aller, il faut se rendre visible, et c'est difficile, surtout quand on a quelqu'un qu'on aime qui est décédé, on n'a pas envie de parler de lui sous cet angle-là, mais en même temps, vous le faites pour tout le monde, et justement, ce sera son nom qui aidera d'autres personnes, et il sera jamais parti pour rien, parce qu'il sera toujours là à travers vos actions. Et c'est pour ça qu'il faut le faire. Mais il faut prendre en considération qu'on a beau être dans le pays des droits de l'homme, justice, etc. Mais on est dans un cas de figure où toutes les administrations sont lentes, extrêmement lentes, et ça prend un temps fou. Mais il faut y croire, et ce que vous faites, c'est vraiment fantastique et bravo. Il faut le courage et il faut continuer à le faire, vraiment. Et de tout cœur avec vous, et bravo. Alors, Philippe. Témoignage poignant. Malheureusement, un de plus. C'est une histoire qu'on a l'impression d'avoir déjà entendue 100 fois. Et ça, c'est pas normal. Et tant que c'est pas leur enfant qui meurt, les pouvoirs publics, enfin les décideurs, ne réagiront pas, en réalité, tant qu'on s'entretue entre nous. Il y a une question d'éducation qui passe par l'école, par les centres de loisirs, à la maison. Il y a aussi l'autorité parentale qui est remise en question sur plusieurs textes de loi qui font que des gens sont un petit peu livrés à eux-mêmes. Et puis, il y a un caïd connu des services de police qui est en liberté et qui se croit tout permis parce que les peines, à chaque fois qu'il est condamné, il les fait pas ou très peu. Et donc,
c'est un beau CV qu'il a, et donc qu'est-ce qu'on en a à faire des lois de la République? Et aujourd'hui, il y a plusieurs familles qui sont brisées, hein. La famille du caïd, le caïd lui-même, j'espère qu'il en a conscience. Mais voilà, s'il est encore sur les réseaux, en tête de gondole, en top tweet, je pense pas qu'il va prendre conscience. Et il faut des peines exemplaires pour dissuader. Ça ne dissuadera jamais à 100%, bien évidemment. Lorsqu'il y a une altercation, il peut se passer des choses. Lorsque l'ego prend un coup, il peut se passer encore d'autres choses. Mais là, il prend une branlée, il repart, il revient avec un couteau, donc il y a préméditation. Voilà. Alors, c'est vrai qu'Adjira nous raconte effectivement que voilà, ça s'est passé parce qu'effectivement son agresseur est un caïd et qui, pour se faire remarquer, pour jouer le beau, exige à ce qu'on le regarde dans les yeux, est-ce qu'on lui serre la main quand lui décide, etc. Sauf que Adjira nous expliquait que Redouane était occupé à parler avec quelqu'un d'autre. Il lui a donné le coude. Est-ce que pour autant on doit mourir pour ça? Mais certainement pas. Aujourd'hui, on est dans une société de plus en plus violente où Adjira nous le disait elle-même, et faisant référence à des affaires réelles, où à Tours, il n'y a pas si longtemps, un père de famille est mort devant ses enfants, éclaté parce qu'il a refusé pour une place de parking. On en est là aujourd'hui. On est dans une société de plus en plus violente. Comment stopper l'hémorragie, Adjira? Et c'est ce que vous essayez de travailler au travers de votre association et de votre combat, finalement, depuis 3 ans. C'est ça, en parallèle, parce que l'éducation, pour moi, elle est importante. Et du coup, le couteau a été retiré à mon petit frère, et puis son ami qui était présent a essayé de faire les gestes de premier secours, mais tout le monde ne les connaît pas. Un couteau ne doit pas être retiré, et puis voilà, il y a des gestes qui sauvent. Et aujourd'hui, malheureusement, nos jeunes ne sont pas formés à ça. Et du coup, on a lancé la campagne Sauve ta life, et on a créé un kit de contrôle de saignement. Ce kit existe à l'étranger, il existe aux États-Unis, il existe en Angleterre. Et du coup, pour rendre hommage à mon frère et travailler sur aussi l'aspect éducatif, on a créé ce kit. On souhaite déposer dans des zones de non-droit, dans des quartiers, dans des rues, à la gare, au maximum d'endroits. Peut-être que ça changera la trajectoire d'une vie, d'une famille entière. Voilà, comme je vous le dis, moi, je veux pas que mon petit frère soit mort pour rien. Certes, voilà, il ne reviendra pas. Le procès, peu importe la peine que le meurtrier va prendre, ça ne changera pas. C'est juste qu'on veut des sanctions exemplaires parce qu'il y a des jeunes qui regardent sur les réseaux. Voilà, je veux qu'on rappelle l'importance de la vie de nos jeunes, de jeunes ou moins jeunes, en fait, de la vie, simplement. Et je veux qu'on crée une initiative. Après, voilà, je suis peut-être dans un monde utopique. Je le fais pour tout le monde. Je veux qu'on dépasse tous les clivages religieux, politiques. J'ai sollicité énormément de monde. Certains jouent le jeu, il y a des acteurs qui ne le jouent pas. Parce qu'il y a l'envers du décor n'est pas très beau à voir. Je sais pas forcément... j'avais pas conscience de tout ça avant de me lancer. J'ai essayé de structurer ce projet éducatif et puis le projet de loi avant de médiatiser. Voilà, je suis quelqu'un de très discrète, moi. Mais comme je vous le dis, j'ai promis à mon frère qu'il ne sera pas mort pour rien. J'ai promis à ma famille. Et voilà, je vous sollicite aujourd'hui pour m'aider à lancer tout ça. Enfin, ça a été lancé, on a déjà posé le premier kit à Grenoble. C'est que le début de... Et le maire de Grenoble vous a aidé? Est-ce que le maire de Grenoble, Éric Piolle, est-ce qu'il vous a aidé, Éric Piolle? Monsieur Piolle, j'ai échangé avec lui il y a 2 ans. Les réponses ne me convenaient pas forcément. Aujourd'hui, effectivement, on nous appelle le petit Chicago. Après, il y a la métropole qui soutient notre action. Je ne l'ai pas revue depuis. Donc voilà. Vous savez, quand on est seul, qu'on paraît peut-être fragile, peu de gens nous soutiennent. Certains l'ont fait. Il y a des acteurs politiques qui l'ont fait, enfin qui commencent aussi à le faire. D'autres pas. Donc... Adjira, oui. Est-ce que vous pouvez nous donner vos réseaux sociaux, Instagram je crois, pour que les gens puissent vous contacter, vous apporter leur soutien, ou pourquoi pas aussi vous aider, vous apporter de l'aide pour votre action? Alors on n'est pas présent sur tous les réseaux, hein. Comme je dis, j'essaye je suis un peu bancale en termes de communication, mais voilà, je fais tellement de choses qu'on n'a pas le temps de s'occuper de tout ça. C'est justice.redouane. Justice.redouane sur Instagram. Voilà. C'est ça, hein, sur Instagram. C'est justice.redouane. Justice.redouane, donc allez-y. Et l'association s'appelle Redouane, RED-One. C'est Résilience, Éducation, Droit, puisque c'est un événement dramatique. Énormément de gens m'accompagnent pour qu'il y ait des choses positives qui en sortent.
Et puis c'est aussi pour montrer que même si on est issu des quartiers, on brûle pas que des poubelles, on n'est pas des sauvages. On a été bien éduqués et voilà, on fait aussi de bonnes choses. Et il y a des personnes magnifiques dans les quartiers. L'éducation, parce que le projet éducatif autour des kits et puis de la formation de gestes de premier secours est plus qu'importante pour nous et le droit. On essaye aussi de rendre accessible à d'autres familles victimes l'accès au droit, de leur donner un petit peu des contacts aussi, parce qu'on évite de basculer vers ce monde qu'on connaît pas forcément. C'est pas parce que je viens d'un quartier qu'on a subi des violences ou voilà. Et aussi, on voulait garder le nom de Redouane parce que, comme je vous le dis, sa mémoire, elle est importante. Il y en a plein des Redouane, hein, et j'espère qu'on rendra hommage à toutes ces victimes qui sont parties trop jeunes et à leurs familles. Et on vous souhaite beaucoup de courage à 2 jours de l'ouverture de ce procès à Grenoble. Merci à Djira. Beaucoup. Et je compte sur vous pour nous tenir au courant évidemment de la sanction qui sera prononcée et vous pourrez ainsi réagir à la radio. Merci beaucoup Adjira et bon courage. Je vous en prie. Au revoir. Merci. Bon, voilà. Bienvenue dans la vraie vie les amis, j'ai envie de dire. Triste vie. Mort pour rien. C'est ça, on peut le dire ainsi. Dans un instant, on revient à des sujets beaucoup plus factuels, entre guillemets, puisqu'on va parler de cette crise énergétique. Va-t-on devoir changer nos habitudes? Oui ou non? D'ailleurs, on en reparle dans un instant. On en débat avec un écologiste, Philippe Bouriaki, avec Nadia Cherif, écologiste de la finance. A tout de suite, ne bougez pas. Hein, bah oui, chacun son écologie finalement. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Nadia Cherif, dans le monde de la finance et de l'associatif, Philippe Bouriaki, qui est conseiller régional de l'écologie au centre et co-porte-parole national de l'écologie au centre. Oh, tu peux dire porte-parole tout court. Hein. On enlève le co. On gagne du temps, on gagne des lettres. Faut faire des réductions. C'est fini l'abondance. Allez, porte-parole. Voilà, ok, ça va. Tiens, puisque tu as la parole, Philippe, crise énergétique, on en parle évidemment avec demande c'est très énergétique Français, comme débat. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On demande aux Français de faire des économies d'ores et déjà, puisque vous le savez, on va connaître des pénuries visiblement de gaz, d'électricité, j'en passe, avec des prix qui vont fortement augmenter. On demande aux Français de faire des économies. Le président de la République nous a demandé de réduire de 10% notre consommation pour cet hiver. Est-ce que nous allons devoir changer nos habitudes? Vous savez que dans certains pays, et c'est vrai ce que je vous dis, en Suisse, si vous ne respectez pas la règle de plus de 19 degrés, votre chauffage réglé, s'il est à plus de 19 degrés, vous risquez jusqu'à 30 000 € d'amende. En Suisse. Pas de coupure 30 000 € d'amende, c'est 19 degrés. Et il y a même d'ailleurs une loi qui vient d'être passée en Suisse qui permet pour les voisins ou pour les gens de votre entourage de vous dénoncer. Ça, il n'y a pas besoin de loi. Il n'y a pas besoin de loi. C'est génétique dans l'être humain. C'est en Suisse, évidemment pas en France. Mais pour l'heure, mon cher Philippe, va-t-on devoir changer nos habitudes? Oui, il faut changer nos habitudes pour plusieurs raisons. Une, parce qu'on n'a pas le choix. Je crois que c'est une raison valable et recevable, parce qu'on va en avoir moins et donc il va falloir qu'on apprenne à partager. Deux, ça va nous faire du bien au portefeuille. Pour chaque degré, c'est 7% d'énergie en plus que vous consommez, que ce soit en gaz ou en électricité. Alors je sais que ça paraît facile, il y en a, ils vont me dire « Ouais, mais quand il fait froid, machin !» Depuis le choc pétrolier, ce qui était recommandé sous Giscard, c'était 19 degrés dans les pièces à vivre. D'accord. Et donc c'était Pompidou, hein, 73. Choc pétrolier. C'est pas Giscard, 73? Non, 74 Giscard. Pompidou. Ouais, c'était Pompidou. Ouais. Et ils se ressemblaient quand même vachement là, tous les deux. C'est pas les mêmes. Ah, je les confonds, moi, sûr, je les confonds les deux. Quand je les voyais dans la rue, je disais, ah, Giscard, c'est Pompidou. D'accord, mais écoute. Non, ce que je veux dire par là, c'est que cette crise qui nous arrive aujourd'hui, elle est due à les vannes qui se ferment par rapport à la Russie. C'est pour ça que Emmanuel Macron disait que c'était la fin de l'abondance. Mais là où c'est le plus grave, c'est que nous, les écologistes, et y compris Jean-Marc Grenatterie depuis très longtemps, mais aussi les autres écologistes, hein, nous on ne tire pas que la couverture sur nous, on préparait ça depuis longtemps. On disait attention, il faut préparer la transition écologique, parce qu'un jour il n'y aura plus de pétrole, un jour il n'y aura plus de gaz. Alors on ne pensait pas que ça serait dans ces conditions-là, pour être complètement honnête. Le premier qui vous dit ouais, on pensait qu'il y aurait une embrouille avec la Russie, il vous mentira sur toute la ligne. Mais on sait
sait que tôt ou tard, il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura plus de gaz. Donc il ne faut pas attendre le dernier moment pour pouvoir accélérer cette situation. En 1973, quand il y a eu le choc pétrolier, justement, la France a décidé d'accélérer son programme nucléaire et d'être indépendant énergétiquement. Alors ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'on peut dire, mais je ne comprends pas, on a des centrales nucléaires, il y en a 32 qui sont à l'arrêt. En vérité, ce n'est pas qu'elles sont à l'arrêt. Elles sont à l'arrêt pour ultra maintenance parce qu'elles avaient une durée de vie de 40 ans. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a des problèmes de corrosion, parce que ça, on ne veut pas vous le dire pour ne pas vous faire flipper. Mais vous, là, du coup, vous devez avoir peur. Le service après-vente, il n'a pas fonctionné. Mais non, mais pas du tout. Personne n'a pensé à mettre des pépites, des petits sous de côté pour se dire qu'un jour, il faut faire la maintenance au fur et à mesure parce que tout fonctionnait bien. Et c'est quand ça commence à bidouiller ou à merder, excusez-moi l'expression, on dit aïe, attention, là, il peut y avoir un gros problème, il peut y avoir une catastrophe nucléaire, donc on arrête tout. Et donc, par conséquent, là où ça nous intéresse, cette situation ukrainienne et le gaz russe, et y compris l'énergie nucléaire qui est fabriquée à Tchernobyl et à Zaporizhzhia, qui était aussi alimentée et pour l'Ukraine, mais surtout aussi pour l'Europe et pour la France, c'est que dans un... qui est sous contrôle russe. Oui, mais visiblement, l'AIEA et là, l'ONU, ils sont en train d'expliquer qu'il faudrait faire une zone d'exclusion démilitarisée. Ils peuvent expliquer ce qu'ils veulent. La réalité est que... Voilà. Oui, pour l'instant, évidemment. Toi, je te suspecte de toucher des roubles de Poutine, c'est pas possible, ça arrive en fou. Et toi, de Zelensky. Non, mais ce que je veux dire par là, oui, c'est vrai. Non, pas Zelensky, de Zelenska, plutôt. Rajoute un A à la fin, comme Zobida, Achaya et tout ça. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on apprenne à mesurer différemment, juste pour une histoire d'économie à titre personnel, parce que les prix augmentant, il va falloir qu'on serre la ceinture, et il faut arrêter de serrer la ceinture sur les plaisirs, sur les loisirs, parce que quand on n'a plus, tu déprimes, quand tu déprimes, ça finit toujours mal cette histoire. Et donc, par conséquent, il faut qu'on accentue, qu'on mette la pression aux responsables et aux dirigeants pour accentuer la transition écologique. Vous voulez pas prendre votre part de responsabilité, vous les écologistes aussi? Pardon, Nadia, juste, je vais te laisser parler, mais au bout d'un moment, quand on a eu des écologistes qui depuis des années nous parlent, sans rien expliquer clairement aux gens de quoi il s'agit. On ne comprend rien quand un écolo parle. Je vous le dis franchement, Philippe. Tu comprends pas quand je te parle, moi? Non, les écologistes. Ouais, mais tu as raison. Le parti dans lequel tu étais. Oui, c'est vrai. Quand ils nous parlent d'écologie, on ne comprend rien. C'est chiant. C'est vrai. C'est relou. Mais c'est vrai. Et c'est pour ça que j'en suis parti. Qu'est-ce qui t'arrive, Christophe? Non, mais il a raison. Au bout d'un moment, il faut dire les choses, Nadia. Non, mais c'est la vérité. On est dans une écologie punitive. Oui, jusqu'à présent, oui, il y avait l'offre qu'il y avait sur la table, avec Europe Écologie Les Verts, pour ne pas les citer, c'est une écologie positive. Malgré que là-dedans, il y a des vrais talents, comme Kader Chiban et comme d'autres. Mais en tout cas, nous, ce que nous proposons à l'écologie au centre, c'est une écologie incitative. C'est-à-dire que ça te coûtera moins cher de passer sur une énergie verte, voire même te faire gagner de l'argent lorsque tu auras des locaux. Ça prend du temps, Philippe, c'est ça? Oui, ça prend du temps. On n'a plus de temps. Mais il y a 20 ans, moi, je le disais, bordel. Oui, mais ça prend du temps. On est au bord de la crise. Oui, c'est pour ça qu'il faut le faire maintenant et de façon violente. Messieurs, s'il vous plaît. Là, on va sortir un tout petit peu du cadre. On n'arrête pas de dire, oui, de toute façon, il faut que les Français... Mais il faut qu'il y ait une reconnaissance, justement, du fait qu'on va devoir faire des efforts et juguler cette crise énergétique à travers les gestes des Français au quotidien pour maîtriser l'énergie, maison, voiture, etc., au quotidien. Mais j'ai envie de vous dire, les Français, ils le font déjà depuis le Covid. Depuis le Covid, il y a des pénuries. Depuis le Covid, il y a des familles qui n'arrivent pas à payer leur loyer, leurs factures, etc. Ils la font déjà, là, cette économie énergétique. Moi, j'ai envie de dire que, déjà, on peut les remercier. 2, on peut leur dire courage. Et là, on en rajoute une couche. Donc, l'économie, l'histoire, c'est bis repetitas. Depuis 1973, on est en train de dire attention. T'as un président qui nous dit qu'on est en guerre. On est en guerre contre qui, Nadia, aujourd'hui? La France, elle est en guerre contre qui? Là, ils ont juste envie de dire on est en guerre et on a envie de trouver un exutoire. L'exutoire, c'est ce conflit. Mais je suis désolée, depuis 2 décennies, moi, j'entends parler de crise à la Bondo la crise. Depuis 2002. Tout à fait. Il y aura toujours une cause. Et il est hors de question, et il est voire même insultant, de dire aux Français, c'est fini l'abondance. Non mais, les Français, ça fait 3 ans, et les Français ou les personnes qui vivent sur le territoire français, ça fait 3 ans qu'ils souffrent. Et on a l'audace de dire c'est fini l'abondance. Non, faut quand même rendre à César ce qui est à César. Merci aux Français, merci à la population qui vit sur ce sol. Et aujourd'hui, concernant cette crise énergétique, on va la régler. Et les personnes sont adultes. On va la régler parce que
il y a toujours le système D. Tu vas la régler en payant plus cher, c'est tout. Voilà comment tu vas la régler. Non, les gens vont système D, ils vont faire attention. Moi, ça a toujours marché. Je suis désolée, il y a des personnes qui mettent le chauffage au minimum, qui mettent 3 couches d'épaisseur de vêtements, des couvertures. Nous, quand on était plus jeunes, en tout cas, dans des endroits où il y avait des communautés, où on devait faire attention. Oui, c'est hallucinant. Non, mais le froid, c'est bon pour le corps. Les gens feront attention. On s'en fout que ce soit bon pour le corps. Je te dis, ça fait maigrir. Franchement, t'as une chaudière à gaz à la maison. J'ai envie d'aller plus loin. Quand il s'agit du portefeuille, on fait toujours attention. Bah oui, bah voilà. Donc ça résume la situation. On demande de faire des économies à des gens. En fait, on demande pas, on vous force. Oui. Voilà. Mais celui qui a les moyens, c'est comme ça ne touchera pas. C'est comme d'habitude. Donc il faut pénaliser. Faut donner riches. Voilà. C'est une injustice. Bah oui, la vie est une injustice. Heureusement. On en parle avec 01 40 39 000. Allez-vous changer ou pas vos habitudes, ou est-ce que vous allez continuer de faire comme avant? 01 40 39 000. On en reparle dans un instant. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Le LGF, merci d'être avec nous, avec Nadia Cherif, avec Philippe Boriaki. Alors on parle évidemment de la crise énergétique. Va-t-on devoir changer nos habitudes? Collectivement, évidemment, on répond oui. Enfin, va-t-on devoir? On va être obligé de changer nos habitudes. Évidemment, avec un président qui nous demande de faire des économies. Alors, c'est un président un peu particulier parce que un coup, il nous dit on est en guerre et qu'il faut réduire de 10% vos consommations. Puis, un autre moment, il vous dit vous inquiétez pas, tout va bien. On a trouvé un échange d'égal à égal avec l'Allemagne. On va lui fournir du gaz, il va nous fournir de l'électricité, tout va bien. Pour le coup, c'est quelqu'un qui aime et qui aspire visiblement à exister au travers de moments particulier. On l'a vu au travers du Covid, on l'a vu dans les crises du Gilets jaunes. Voilà, c'est un président qui aime quand il y a quelque chose qui se passe. Il a l'impression de se rendre utile. Sauf que là, vous allez voir dans le zapping, tout ce qui touche en ce moment, ça marche pas. Problème d'anticipation, Nadia. On peut réellement parler d'un problème d'anticipation concernant cette crise énergétique qui nous prend la gueule là. Il y a une partie d'anticipation, c'est évident, parce que tout de même. Un président qui disait vouloir fermer toutes les centrales. Oui, il n'y a pas si longtemps. Il y a un problème d'anticipation, mais il y a aussi un problème de plan B. Ça toujours, il y a toujours, le minimum qu'on puisse faire lorsqu'on dirige un gouvernement et un pays, c'est le plan B, et surtout en termes d'énergie. Là, c'est ubuesque, on est dans une situation totalement ubuesque. Alors, Philippe, il y a aussi le fait que la France, s'ingère dans des conflits qui n'est pas le sien, et qui en paie aujourd'hui les conséquences à l'image de l'Europe, finalement, avec ce conflit ukrainien. C'est-à-dire qu'on en subit les conséquences de la part de la Russie, qui a dit il n'y a pas longtemps, tous ceux qui vont s'ingérer. Et il lui a encore dit au téléphone dimanche, puisque les deux présidents se sont entretenus, Poutine et Macron, il lui a prévenu des conséquences qu'il y aurait sur une continuité de l'ingérence française dans ce conflit. D'accord. Bon, alors tu sais que ces derniers jours, à la télévision russe, télévision publique, des personnes prennent la parole pour critiquer l'action de Poutine, et certains députés ont même tenté, alors malheureusement ça n'arrivera pas, ont déposé une motion pour demander comment s'appelle, la destitution du président de la République russe. Tu vois, donc ça c'était inespéré il y a quelque temps. Ce que je suis en train de te dire, c'est qu'en 14-18, on a intervenu parce que l'archiduc a été assassiné à Sarajevo, et ça a déclenché la Première Guerre mondiale. Puis on a intervenu en 39-45 lorsque la Pologne a été envahie. Et donc, si tu veux, on peut faire l'histoire 1 milliard de fois. Là, on défend quoi en Russie, en Ukraine, pardon. On défend la démocratie, on défend la liberté, on défend l'injustice. Demain, ils vont où les chars russes? Ils vont dans les pays baltes, et puis après ils descendent, ils vont en Pologne, ils reprennent tout l'ancien bloc de l'Est, jusqu'à Paris. Donc l'Ukraine c'est l'Europe, l'Ukraine c'est la France, et donc il fallait réellement prendre des sanctions sur une injustice. Il y a une ingérence totale dans un pays libre et démocratique qui est envahi par un pays externe. Par conséquent, on fait quoi? On ne dit rien. Alors, je sais ce que tu vas me dire. Et là-bas, et en Syrie, et machin, partout. Mais je le sens, je l'entends, je le vois. Je dis juste que l'Europe, une nouvelle fois, elle est caniche des Américains, mais bon, c'est pas grave. Pourquoi tu dis caniche des Américains? Parce que ce sont les Américains qui ont fait une guerre par procuration dans cette région, et tu le sais très bien, Philippe. Et que l'Europe derrière se couche et va et fait ce que lui dit l'oncle Sam, tout simplement, Nadia.
Oui, non mais c'est évident. Moi je suis comme entièrement d'accord. Et ils veulent nous vendre du gage de schiste par la même occasion. C'est ça, pour récupérer un peu de marché. Voilà. Ouais, c'est ça. On n'est pas dupes. Hein, non, pas du tout. 01 40 33 9000, évidemment, va-t-on devoir changer nos habitudes? C'est la question qu'on se pose avec cette crise qui vient. Alors, est-ce qu'il va, peut-être Philippe, ça va falloir se poser la question, vaut mieux un hiver assez tranquille ou un hiver rude là pour le coup? Parce que quand il fait moins 10 degrés, c'est quand même plus compliqué, plus difficile d'obtenir 19 degrés dans la maison que quand il fait 0 degré par exemple. Affirmatif, c'est sûr. Vaut mieux un hiver pisse, doux, calme, un petit peu comme l'hiver dernier où il n'a pas super fait froid, où il a très peu neigé. Et donc, mais bon, après, le problème, c'est que c'est des variations de température. On a vu qu'elles sont montées très haut cet été. J'ai peur qu'elles descendent très bas cet hiver. C'est des cycles qui sont imprévisibles, impressionnants. Il suffit qu'il y ait des vents du nord de l'Alaska ou de Sibérie qui nous les ramènent. Et là, on n'est pas très bien, c'est sûr. On a Amar qui nous appelle au 01 40 33 9000. Bonsoir Amar. Bonsoir. Bonsoir. Je suis choqué de ce que je viens d'entendre de la part de Philippe. Attends, je mets le casque. Vous nous appelez d'où Amar d'abord? Je suis choqué Philippe. De Paris. De Paris, oui. On t'écoute moi Amar. Voilà. Donc je suis choqué parce qu'il parle de la France qui s'érige comme sauveur de l'Ukraine. Mais il faut pas oublier ce que la France et l'ingérence française qu'elle fait dans d'autres pays, comme par exemple la Libye, qui a tué la Libye alors que c'était un pays, parce que je l'entends tout à l'heure, il dit que c'est un pays souverain, c'est un pays qui a un président et compagnie. Et c'était pareil pour la Libye. Non, la Libye n'a pas été envahie par une force occupante. Ah bon? Elle non. envahie par qui? Non. Ah bon? La Libye, c'est un problème interne. Attends. Là, on prend des sanctions. On n'intervient pas militairement, premièrement. On prend des sanctions. Et de quoi on se mêle? Déjà, qui gère les crises qu'il y a en France, qui gère le problème des gilets jaunes qui n'a pas été géré, qui gère tous les soucis qu'il y a en France, et en sortant d'une période très difficile comme le Covid qu'on n'a jamais connu, nous, à l'ère contemporaine, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça, vraiment. On a besoin que la France fasse son rôle comme elle le faisait très bien sous d'autres présidents, c'est-à-dire une neutralité et entre guillemets un gendarme du monde, mais dans la positivité pour essayer de régler les problèmes. Pas une ingérence comme ça où on nous envoie et puis on envoie des armes et puis on envoie des... Mais bon, c'est normal que Poutine se défende. C'est normal. Comment ça, Poutine se défend? C'est lui qui agresse l'Ukraine, tu dis il faut qu'il se défende. C'est une blague. Non, il agresse rien du tout. Ah bah moi, si. je le vois pas comme ça. Si. Non. Pour moi, ce territoire-là, c'est un territoire voisin. C'est comme sa petite sœur, l'Ukraine. Et c'est normal que Poutine ne veuille pas avoir demain, s'il rentre dans l'Europe, avoir des missiles à même pas 400 km de Moscou. Comme d'ailleurs, on s'en rappelle très bien dans les années 60 avec Cuba et les États-Unis. Ah, mais ils sont déjà en Pologne, si tu veux. Ukraine ou Pologne, il n'y a pas de différence. Hein. Il y a très peu de différence. Et là, c'était encore un peu plus proche. Et donc, il veut pas. Donc, peut-être que pour la Pologne, il n'était pas président, je m'en rappelle pas. En tout cas, là, il agit souverainement pour son peuple. Il agit comme un patriote. Voilà. Après, bien sûr, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Je suis d'accord. Mais là, je suis pas du tout d'accord avec toi. Vraiment pas. D'accord. Bon, en tout cas, tu as pu le dire. Tu vas tranquille. On a pu débattre, les enfants. Bien sûr. Merci, Mohamed. Merci beaucoup. 01 40 33. Et moi, je suis pas d'accord qu'ils soient pas d'accord. Voilà, ce sont aussi. Voilà, bah tiens, voilà, t'as déclenché nos hostilités. T'as déclenché les hostilités, mon Philippe. Voilà. Je suis chaud patate là. Bah oui, t'es chaud patate. On va voir si t'es chaud patate. Tiens, on se fait la pub VIP. Ah non. Ah bah si. Une pub VIP en plus. Pour dire, on accueille tout de suite notre prochain auditeur avant le zapping. Et vous allez voir qu'il y a un lien avec ce que vient de dire Amar, l'intervention en Libye. Vous vous rappelez de BHL en héros à Misrata, en train d'appeler le président de la République. Il faut absolument intervenir. C'est dramatique. Le problème, c'est que là, les Ukrainiens vont revivre la même chose. Bernard-Henri Lévy est là-bas. C'est pas bon signe du tout pour vous. La Banque Populaire, ça c'était pour Nadia Chérif, évidemment. Nous coûte cher, cette Nadia. 01 40 33 9000, évidemment. Tiens, on va accueillir Chouchou qui nous appelle. Bonsoir Chouchou. Bonsoir. Bonsoir, fidèle auditrice du LGF. Alors Chouchou. Par rapport à ce qui a été dit, qu'on devait régler
la température du chauffage, enfin des radiateurs à 19 degrés, que pour ceux qui avaient froid, ils avaient qu'à mettre des pulls, des écharpes, pourquoi pas des bonnets, des moufles, ou que sais-je. Des chaussettes. Mais elles sont en laine, hein, pas en acrylique. Et les claquettes. Les chaussettes claquettes. Oui, voilà. Mais c'est pas que les personnes. Si on réduit la température, au minimum, il y a les murs aussi qui vont moisir, l'humidité qui va rentrer. Ah mais ça, ils ont pas pensé les écolos à ça. Non. C'est ça. C'est pas que l'humain, c'est l'humidité et donc plus de maladies. Et donc on retourne au 19e siècle en fait. Hein. C'est ça. Bah oui, mais c'est ça. Avec les pneumonies à gogo et tout le reste. Alors non, pas Chouchou. Vraiment. Attends, Chouchou. Quoi Attends, garde-la un petit peu avec nous. Oui. Alors, je t'explique. Enfin, je vais essayer de m'expliquer. Et là, c'est le chauffagiste qui va te parler. T'as fait tout dans ta vie. Ouais. Chauffagiste, électricien, maçon, non, cordonnier. J'ai jamais été cordonnier, j'ai jamais été chauffeur de bus. J'étais chauffeur de bus, j'étais plombier chauffagiste, j'ai été garde du corps, agent de sécurité, colleur colleur d'affiches. Le Benalla de Jadot. Europe Écologie Les Verts. On se rappelle. Non, ce que je veux dire par là, non vraiment, c'est le chauffagiste qui te parle. L'installateur thermique, pour être plus précis, on parle de fuite de chauffage. Lorsque tu as ton thermostat et que tu le règles à 19 degrés, c'est pour que la température ambiante est à 19 degrés. Mais si ta pièce est à 19 degrés, forcément, par déperdition, ça va chauffer tes murs. Mais s'il fait moins 10 dehors, pour en vérité être à 19 degrés, tu vas produire plus souvent, c'est-à-dire que la chaudière va s'allumer plus souvent parce que tes murs étant froids vont rafraîchir la pièce à l'intérieur et donc le chauffage va tourner, le gaz va brûler plus souvent pour pouvoir chauffer ton eau chaude pour que tu aies cette température ambiante à 19 degrés. Donc quand tu es à 19 degrés, tes murs extérieurs, il n'y a pas d'humidité qui rentre, il y a de l'humidité que quand il y a deux raisons. Excusez-moi de vous couper, mais vous parlez des appartements, enfin des logements isolés, bien isolés. Non. Moi, écoutez, vous êtes chauffagiste, je travaille dans le bâtiment. Donc c'est un peu kiff bourricot, j'y connais aussi quelque chose. Hein. Et donc là, vous parlez des murs qui sont isolés. Les appartements qui ne sont pas isolés. Il y a aussi beaucoup de logements en France qui n'ont toujours pas le double vitrage. Oui. On y arrive. Oui, bien sûr. C'est le problème des déperditions. Plus tu as des ponts thermiques qui te permettent cette déperdition de chaleur, c'est-à-dire qu'elle se barre au lieu de rester, d'être conservée. Quand tu as part d'isolation, en fin de compte, c'est une capsule que tu mets qui fait que tu as besoin de vraiment très peu chauffer pour avoir cette température ambiante et tout le temps. Par contre, quand tu n'as pas d'isolation, ça s'appelle la déperdition et donc là, il faut que tu chauffes tout le temps et donc là, tu consommes beaucoup. Et là-dessus, elle a complètement raison, Chouchou. Et c'est pour ça qu'il faut réellement... Prenons un exemple simple. Par exemple, Nadia, faire sécher du linge dans une maison à 19 degrés va mettre beaucoup plus longtemps que si tu mets ta maison par exemple à 21 ou 22 degrés. Bien sûr. Voilà, c'est logique, c'est une question de bon sens. Un peu de temps, mais bien sûr, ça met plus de temps à 21. Il y a beaucoup d'humidité. À 21 degrés, ça met plus de temps qu'à 25 et à 25 ça met plus de temps qu'à 38. Pas à 25, mais d'accord, mais ça c'est un fait. Ouais. Après, ce qui concerne l'humidité en elle-même, il y a deux phénomènes importants. Il y a le problème qui est de la ventilation et beaucoup pensent en hiver qu'il faut calfeutrer la ventilation pour ne pas avoir froid. Et le problème, c'est qu'il faut aérer et que en aérant, tu fais partir cette humidité. Et la deuxième, c'est des logements qui sont dans des milieux dits humides et par capillarité, c'est-à-dire par transpiration de la pierre parce qu'elle s'humidifie comme une éponge. Elle transpire la pierre. Ouais, évidemment. Ça dépend des pierres. Ça dépend des pierres et la plupart des nouveaux logements sont faits en béton ou en ciment ou en briques. T'as vu, j'ai parlé de pierre, j'ai pas parlé de ciment ni de béton. Les pierres, c'est dans les campagnes, la plupart et encore. Pas que dans les campagnes. Tu vas dans les villes, il y a plein de villes où ce sont des maisons qui coûtent très cher et ce sont des maisons qui sont bien isolées. Non, où t'as de la meulière. Si c'est du granit, mais y compris dans la brique, ou dans le parpaing. Tu as de l'humidité, d'ailleurs, c'est pour ça que tu vois. C'est pas radio bricolage. Non, mais on donne des informations ou c'est radio. On fait du Mathieu Vu. Si tu veux, on peut faire des influenceurs ici. Hein. Donc là, la maison est sérieuse. On va appeler Macaliverda. Donc ce qu'il faut, Chouchou, et là, je pense que tu peux être que d'accord avec moi, c'est un grand plan d'investissement national pour l'isolation des logements, de tous les logements, des particuliers comme du parc HLM, bien évidemment. Merci Chouchou, on n'a plus le temps là, faut qu'on avance. Merci en tout cas de ta participation dans cette émission. Place au zapping les enfants, c'est parti. Vous avez certaines choses à me dire. Vous alliez le faire gagner.
Parce que c'est notre projet. Et c'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas. Il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. Ne pas s'asseoir sur une chaise rouge parce que le rouge serait la couleur du diable. J'ai grandi et baigné dans l'islam. Oui. El Hamdou, je le connais par cœur. D'accord. Ça va. C'est insupportable, votre attitude, sur les plateaux de télévision. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Vous croyez qu'ils oseraient venir ici? Bon, ça ose tout. C'est pas ça qu'on les reconnaît. Le zapping, Philippe, Nadia, amis auditrices, auditeurs, on va commencer par une nouvelle sortie polémique de Jean-Luc Mélenchon. Quand je vois qu'on tue une gamine de 21 ans parce qu'elle est à côté d'un type qui veut pas s'arrêter, moi ce qui m'émeut, c'est cette malheureuse qui est morte. Sa pauvre mère qui l'a attendue à la maison pour rien. Je ne suis pas d'accord et rien ne me fera taire sur ce sujet et certainement pas des flics factieux. Des flics factieux, voilà, c'est la phrase reprochée à Jean-Luc Mélenchon, faisant référence à l'affaire du refus d'obtempérer à Rennes, où effectivement une automobiliste, pas une passagère, pardon, la passagère du véhicule a été tuée par la police, visiblement, alors que le chauffeur, lui, a été grièvement blessé. Polémique, on en fait trop, Mélenchon tire à boulet rouge sur la police. Ouais, Mélenchon, il a trouvé un credo très facile de monter la population contre la police. C'est irresponsable, je l'ai dit, c'est un fou furieux. Je pensais qu'il faisait ça pour pouvoir exister, mais je pense que vraiment, il a pété un plomb. Je veux vraiment pas manquer de respect à tous ceux et toutes celles qui l'admirent, mais effectivement, bien sûr qu'on doit tous s'offusquer lorsque quelqu'un perd la vie, mais dans un moment de tension extrême, où il y a un refus d'obtempérer, où une voiture a foncé sur des flics, où elle présente un danger, on te demande de t'arrêter, tu t'arrêtes, point. Il n'y a pas de discussion. Et on rappelle que c'est la passagère qui est décédée. Il y a eu une balle qui a été tirée. Hein. Bah oui, mais une balle, ça l'a atteint. Donc les mecs sont pas censés... tu sais quoi? Moi, j'invite tous les flics de France, pendant 48 heures, vous bougez plus. Vous bougez plus. Et quand tu feras le 17, ils diront, on ne bouge pas. Et tu vas voir ce que les gens vont dire. Donc maintenant, ça suffit. Oui, c'est horrible, c'est affreux. Bien sûr que j'ai de la peine pour la famille. Et je le dis de manière sincère. Je le dis de manière sincère, mais on veut quoi là? On veut que défendre les voyous. Le mec c'était un voyou, c'était un racaille, le véhicule était volé, il a foncé sur des flics. Mais ça va pas ou quoi? Et vous continuez à cautionner des gens comme ça? Et donc la femme en question à côté... Eh ben malheureusement elle était dans un véhicule volé avec un sale voyou. Dans une voiture avec un voyou, quand tu es avec un voyou, tu risques de mourir. Tu en subis les conséquences. Ça c'est les discours d'extrême droite. Hein. Ouais, bah d'accord. Non, c'est un discours réaliste. Non, c'est le discours de Jean Messia. Ouais, non, mais tu peux pas ôter la vie. Tu peux pas ôter la vie comme ça. Bah non, tu peux pas ôter la vie, bien sûr. Bah non, tu peux pas ôter la vie. Simplement, quand le flic a été traîné sur 30 mètres, ça c'est pas grave. C'est pas grave. On est d'accord qu'il y a une injustice, on est d'accord qu'il y a des faits qui sont inadmissibles. Mais il n'empêche que celui qui a le pistolet, c'est celui qui ôte la vie. C'est celui qui a le plus de pouvoir parce à ce que moment-là. Quand t'as un véhicule, regarde à la fois, il y a deux mômes qui sont morts, renversés par un ambulancier parce que c'était sur une trottinette. Et ben c'est une arme par procuration le véhicule. Quand t'as un chien qui attaque quelqu'un à la gorge, c'est une arme par procuration. Oui. Donc faut tuer le chien, c'est ça? Mais t'es con quoi. Non, mais je demande, je pose des questions. Loin, quand même. Je sais pas. Je suis en train de te faire une comparaison quand t'as dit quand t'as une arme dans la main, c'est celui qui a l'arme qui tue. Donc, alors, bah non. La police. C'est celui qui a un truc contre les mains qui tue. Faut juste rester sensé. La police est là pour nous protéger. On est d'accord ou pas? Affirmatif. Elle est là et on a réduit la formation policière qui était auparavant de 2 ans, je ne m'abuse, à 6 mois. D'accord. Aujourd'hui, on a des flics. Elle devrait être d'1 an. Oui. Aujourd'hui, on a des flics inexpérimentés qui sont sur le terrain et qui, oui, ok, en cas de refus d'obtempérer, et il y en a beaucoup, je suis d'accord avec toi, quand on n'a rien à se reprocher, 26 000, hein. Quand on n'a rien à se reprocher, on s'arrête, sauf que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en défaut de permis, qui n'ont plus de permis, qui pour des raisons X ou Y vont paniquer, vont effectivement pas s'arrêter. Est-ce que pour autant, c'est un permis de tuer qu'on donne à la police? Refus d'obtempérer, on doit mourir. Et le mec qui est son volant, qui est en train de rouler. Mais t'es sérieux ou quoi? T'as des mecs qui font des délits de fuite, qui roulent comme des fous dans les villes, qui renversent des gens, et ça, c'est pas grave. Philippe, qui a le droit de son côté? Qui a le droit? Qui a le droit de son côté? Voilà. Et la police. Et la police, bah oui, forcément. Tu as répondu. Parce qu'ils n'ont pas de procuration. Oui. Sauf qu'elle n'est pas formée, cette police. Eh ben, les policiers, je vous invite à rester chez vous pendant 48 heures. Vous êtes tous malades pendant 48 heures et après on va voir. Arrête, ça c'est de la démagogie. Non, c'est pas de la démagogie. C'est un mec qui tue par des gens par procuration parce qu'il a une bagnole. Une bagnole volée, pas de permis, sous stup. Non, mais ça va. On n'a pas besoin de crier. Déjà, c'est pas parce que tu parles fort que t'as raison. Ah non, mais j'ai pas raison, je suis en colère. Je suis en colère parce qu'on est en train de monter la population. Non, tu peux être en colère et sincèrement, on est tous d'accord sur ce plateau avec toi.
Ah. On est tous d'accord. Non, non. Non, qu'on soit en colère après la mort de qui que ce soit. De qui que ce soit. Bien sûr. En revanche, je suis désolée, Philippe, il faut quand même signaler le fait que la police a le droit de son côté. Et nous, on fait partie de communautés qui ont subi des bavures à outrance, justifiées ou pas justifiées. Donc aujourd'hui, pour certains, la police, c'est pas forcément l'image de la justice. Ouais. Ça fait mal et ça va prendre du temps. On va retomber sur de bons policiers et on va redorer le blason et on fait en sorte dans les cités que les associations puissent faire en sorte que les enfants puissent aller voir la police de proximité, et il faut qu'il y ait à nouveau une police de proximité pour qu'il y ait un climat de confiance. On est d'accord. Houssen est avec nous. Nadia, Houssen, bonjour. Bonjour, salut tout le monde. Salut Houssen. Je lance un petit pic à Philippe. Il faut aussi ton niveau. C'est un problème qui est très très sensible, cette histoire. Oui, je considère que c'est vrai. Et je te dis tout simplement, il y a des vidéos qu'on voit, on voit les policiers s'accrocher sur les véhicules des petits délinquants. Mm-hmm. Déjà, ils savent que les véhicules sont volés, ils connaissent l'identité des délinquants, et laissez-le partir au lieu de les tuer. Mais comment tu fais pour prendre Houssen? Mais comment se fait-il qu'ils savent que ces véhicules est volé? Parce que ils ont des ordinateurs dans leur véhicule. Oui, ils ont des ordinateurs dans leur véhicule. Comment dirais-je, sont fichés. Oui, non. Alors, ils sont fichés. Il y a des fichages quand même. Ils sentent un début de refus d'obtempérer, qui le laisse partir. Non. Au lieu de les tuer comme des poulets. Non, on peut les attraper après. Non, mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas parce que le véhicule est volé, mais le conducteur n'est pas identifié. C'est quand tu bloques le véhicule que tu peux identifier le conducteur. Le véhicule est sûr que le véhicule est identifié au volé. Oui. Alors, ça a l'air quoi de le laisser partir et après de récupérer le mec. Voilà. Mais comment tu fais pour récupérer le mec si tu n'arrives pas à l'interpeller? Mais comment? Mais c'est le rôle de la police. Mais le rôle de la police, c'est justement, il est là. Il est d'interpeller. Houssen, pour traduire un peu les propos, il te dit peut-être qu'en pleine circulation, où il y a beaucoup de monde, etc., c'est peut-être vraiment très dangereux d'opérer ce genre de choses. Cette semaine, il y a un mec qui a refusé d'obtempérer, qui est parti se jeter dans le lac et qui est mort. Il est mort, je crois que c'était à Tours, il me semble. Paix à son âme. Les gars, soyez un peu. Mais attendez, mais je comprends pas qu'à un moment donné, on n'entend pas une condamnation de celles et ceux qui commettent des délits. Comment dirais-je, l'autre il a tout résumé. Ils n'ont pas de formation. Ils sont tous excités. L'autre il s'appelle Christophe. Mais bon. Merci beaucoup Houssen en tout cas. Mais c'est vrai. Attends. Il n'y a pas de formation. Non, c'est pas qu'il n'y a pas de formation. Elle a été réduite, Philippe, à 6 mois. Laisse finir, c'est affreux. Je te dis, elle a été réduite à 6 mois. Alors, on peut hurler en disant il faut l'augmenter la formation, mais tu as plein de policiers qui sont dans ces situations, souvent qu'il y a des JPN, etc., qui sont des policiers aguerris, formés, qui ont beaucoup d'années d'expérience. Maintenant, moi, ce qui me désole, je vais te raconter un truc. Il y a 3 semaines, sur les quais de Seine, après une marche avec les Ukrainiennes, les Ukrainiens et les Ukrainiennes. Les Ukrainiennes, tu dis. Les Ukrainiennes, parce que... Non, mais parce la sensibilité. non, mais c'est affreux ce procès, parce que les Ukrainiens sont partis au pays se battre, et il y a quasiment que des Ukrainiennes ici. Donc, 90% des manifestants, c'est des manifestantes. Donc, excusez-moi de rendre grâce et hommage à celles et ceux qui sont là, ici. Donc, c'est d'abord des Ukrainiennes, et on utilise trop souvent le masculin à la place du féminin. Donc, vous devriez, vous, les femmes, me soutenir dans ce combat. Après, merci infiniment. Après, ce que je suis en train de dire, c'est que il y a un type, on était tous en train de manger, de boire, etc., on faisait un pique-nique. Un type sort de nulle part, on le voit charger les sacs, il prend une trottinette, il va pour sauver. On l'interpelle, on le bloque au sol, on le maîtrise de manière propre, posée. On a des gens, ce que je vous dis, c'est la vérité, qui sont venus nous casser la tête, qui étaient prêts à en découdre, alors qu'ils ne connaissaient pas ce mec-là. Tout ça parce que le mec c'était un clondo. On dit ouais, t'as vu le pauvre miskin. Le miskin, non simplement il a volé, et en plus il a bousculé 2 nanas. Et il y avait même des nanas qui disaient ouais, tu comprends, c'est un des nôtres. Non, c'est une racaille, c'est un voyou, c'est pas un des miens. Les miens, ils se lèvent, ils cassent du bitume, ils ramènent l'argent comme il faut pour nourrir leur famille, ils sont droits, ils sont respectables, et je leur donne mon respect, ils sont au-dessus de ma tête. Les racailles, les voyous, c'est pas des miens. Je sais pas qui c'est, ils sont pas avec moi, on n'est pas dans le même camp. Moi, j'ai choisi mon camp. Ouais, mais ça me dérange un peu qu'on si tu veux... on identifie les gens de la sorte, c'est les racailles au col blanc, t'en parles. Les racailles, ceux qui nous volent de l'argent. Mais évidemment, on a commencé par Balkany tout à l'heure. Voilà, donc
C'est aussi ça, arrêtez avec les mots. Bien sûr. Arrêtez avec les mots. Il y a des gestes qui sont condamnables. Voilà, c'est ça qui me dérange. Mais non, c'est des racailles, c'est des voyous. Ça t'est jamais arrivé, toi étant jeune, Philippe, de faire des conneries, sincèrement? De faire des conneries? T'as jamais fait de conneries dans ta vie? D'aller frapper une femme, d'aller voler le bien jour? Non, jamais, jamais. On parle de refus d'obtempérer, on parle de jamais de la vie. D'avoir bien un coup de trop, de prendre la voiture. Jamais. Ça t'est jamais arrivé? Jamais. Mais Christophe, putain, tu te fous de ma gueule ou quoi? C'est très bien que je bois jamais quand je conduis, c'est une règle d'or, c'est une règle de vie. Voilà. Après, il y en a qui ont une certaine éducation de manière assez stricte, assez militaire, celle que j'ai eue. Je dis pas que c'est la meilleure, etc. Mais à chaque fois que j'ai eu un contrôle de police, jamais j'ai levé le ton, jamais j'ai parlé plus fort parce que je sais qu'ils ont la loi avec eux. Je ferme ma gueule, le contrôle se passe, bien sûr que ça m'emmerde. Je vous annonce qu'on va zapper Roussel parce que le sujet est très important finalement. Aujourd'hui, ça mérite qu'on en parle et qu'on en débatte et qu'on s'écoute. C'est important aussi. Mais Philippe, il a raison, Philippe. Mais d'un autre, il a raison dans le sens où il faut les racailles ou les personnes qui ne sont pas racailles. Pour moi, racaille égale Karcher. Ça me rappelle Sarkozy, tu vois, les phrases de merde. Ça, je l'entends. Il existait avant Sarkozy. Bah oui, mais d'accord, mais bon, faut arrêter. D'un autre côté, là où il faut qu'on resitue le débat, c'est-à-dire que des personnes qui ont fauté, comme disait Christophe, en gros, à un moment donné, la raison reviendra. Et là, c'est des erreurs de jeunesse pour certains. Maintenant, le noyau dur, oui, lui, il est à combattre. On est d'accord. Mais un noyau dur, c'est comme quand on dit... Quand on généralise et qu'on dit tous les Arabes, tous les Maghrébins, tous les Français, tous les ceci, tous les ça, les Asiates, ils sont comme... Non. Mais il faut des règles. Il faut des règles. Il faut des règles. Absolument. Et il ne faut pas d'impunité pour les policiers qui font des bavures. Alors on va accueillir Bachir dans un instant. Bachir, tu patientes, je me débarrasse de la pub et on va pouvoir t'écouter, mon Bachir. Je suis sûr que tu as plein de choses intéressantes à nous dire. Tu nous appelles d'où d'ailleurs? De Pontoise. De Pontoise, très bien. Ne quitte pas, mon Bachir, sans nul doute, ça va être très intéressant. Roussel, on en parlera plus tard. De toute façon. Oh non, vas-y, on en parle, c'est intéressant ça. Ah ouais, bon, on a le temps. Attends, on a un programme quand même à respecter. Tu décales, t'as foutu le bordel, t'en assumes les conséquences. Voilà, t'es comme la personne, tu disais, voilà, quand on est dans une voiture avec un voyou, on peut en subir les conséquences. Bah là, toi aussi, subissons les conséquences. À toi de jouer. Le LGF, merci d'être avec nous, avec Philippe Poirier, avec Nadia Cherif et Bachir qui est avec nous. Bonjour Bachir. Bonjour les gars, bonjour tout le monde. Bonjour Bachir. Alors on t'écoute mon Bachir. Moi je voudrais pousser un petit coup de gueule sur ces fous de la gâchette là qui tirent à tout va. Dès qu'il y a une portière qui s'ouvre brutalement, ils tirent, ils ôtent une vie, c'est pas normal, je suis désolé. La police certes c'est son métier, d'accord, mais il y a plusieurs façons d'arrêter une voiture. Le gars il veut pas tempérer, paf, on tire dans les pneus. La voiture elle ira pas loin. Je suis désolé, on n'ôte pas une vie comme ça. Voilà. Ah, mais je suis d'accord avec toi. Non, mais attention, Bachir, je suis d'accord qu'il faut pas. Non, ils font leur métier, Philippe, il n'y a pas de problème. Ils font leur métier, d'accord. Mais il faut qu'ils le fassent bien. En amont, dans leur stage, là, comme un stage de 6 mois, c'est pas assez. Mais je suis d'accord. Ils leur apprennent à respecter la vie des autres. La formation, tu as raison. La formation initiale, tout au début, il y a très longtemps, c'était 2 ans. Ils sortaient de là-dedans, ils étaient carrés, machin, etc. Et je suis d'accord avec toi sur les techniques de tir. Il y a plein de choses qui est à revoir et le nombre de cartouches qui doit être tiré doit être bien plus augmenté. Mais par expérience, et ça, je te parle de ma carrière passée, sur une situation de stress, de danger immédiat, c'est hyper compliqué d'avoir la lucidité de se dire faut que je fasse 2 pas en arrière et que je tire dans les pneus. C'est ultra compliqué, ça va vite. Je parle du micro-dixième de seconde, comme tout à l'heure le fameux bouton qu'on parlait. Et à ce titre, c'est vrai que tu sais, moi des fois, vous savez, je suis instructeur de self-défense et je donne des cours à des gens. Et des fois, je leur fais faire le même geste pendant plus d'1 heure et demie. Ils n'ont pas appris la maîtrise d'eux-mêmes dans leur stage. Bachir, je te le souhaite pas. Dans une situation de danger imminent, grave, je peux t'assurer que la maîtrise... Tu sais, regarde, les agents du GIGN et du RAID qui s'entraînent tous les jours, quand ils sont en opération, ils reproduisent 40% de ce qu'ils ont appris. On parle de super gendarmes, de super policiers qui s'entraînent tous les jours à raison de 5, 7, 8, 9, 10 heures par jour. Ils reproduisent que 40%. Nous,
moi, mes élèves, je leur dis, si vous arrivez à reproduire 10% de ce que je vous enseigne, je serai vraiment le roi du pétrole. Dans une situation de stress, de danger immédiat, je peux t'assurer que toutes tes facultés cognitives sont complètement amoindries parce que c'est ce qu'on appelle dans le couloir. C'est-à-dire que tu ne peux même pas voir ce qui se passe ni sur ta gauche ni sur ta droite parce que ton esprit réduit ton champ de vision d'une façon phénoménale. Je suis pas là en train de dédouaner de ce qui se passe. Je vous dis juste en termes de pro lorsque ça doit arriver. Et moi, je te l'ai dit. Après, je passe la parole à Nadia parce que j'ai trop parlé aujourd'hui. Une fois, donc j'ai une élève qui me dit, mais monsieur, pourquoi vous m'apprenez pendant 1h30 à faire le même geste? Parce que je lui dis, la répétition mène les automatismes. Ouais, donc, mais quel qu'il soit, Philippe, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est, on n'ôte pas une vie comme ça. Le gars, il a fait une embardée, un petit coup de volant, pouf, on tire. Non, je suis désolé. Ça s'appelle la gâchette facile. C'est grave, ça. Bah oui, c'est la gâchette facile, on est d'accord. Merci, mon Bachir. On est d'accord. Et moi, je suis d'accord avec le fait que, oui, il faut pénaliser, oui, il faut défendre. On est d'accord, Philippe. En revanche, ôter la vie comme ça, en 3 secondes. Et là où je pense qu'il y a une réitération des actions, et notamment de la dévalorisation de la vie humaine par le corps policier, les Français en ont marre, et notamment certaines communautés, parce que dans des zones où il y a beaucoup de communautés, malheureusement, c'est la cible. C'est la cible. Et aujourd'hui, on en a marre. Et on va se retrouver avec un système de MeToo, mais puissance 10. Donc, il faut justement des formations plus importantes et aussi une façon aussi de dire, oui, il y a un problème. Et dire, on met l'accent sur le problème et on trouve des solutions pour ce problème, mais immédiatement. Alors, on n'attend pas d'autres bavures. Je voulais vous faire écouter, vous rappeler certainement de la mise en scène de Bernard-Henri Lévy, parti à Misrata, interpellant le président de la République, lui demandant en urgence d'intervenir. Il y a urgence, voici qu'il renouvelle. Cette fois-ci en Ukraine, Bernard-Henri Lévy fait son philosophe en carton. Et quand on en arrive à ce stade-là, on peut se dire finalement qu'on est peut-être dans la propagande des deux côtés, hein, puisqu'on est en guerre. Mais là, pour le coup, quand on a Bernard-Henri Lévy qui s'engage, on voit de quel côté elle se situe. Écoutez. Je suis à l'est de l'Ukraine, je me déplace là entre Kharkiv, Kramatorsk et la région de Izium. Et en effet, je vous confirme que l'armée russe est en débandade. Je vous confirme que les Ukrainiens ont reconquis tous ces territoires, bien davantage que les quelques milliers de kilomètres carrés dont on parlait là. J'ai l'impression tout à l'heure, si je vous ai bien entendu, on est très très au-delà. On est probablement autour de 20 000 kilomètres carrés. C'est un renversement spectaculaire de la situation, préparé minutieusement par les forces ukrainiennes dans le plus grand secret, et c'est une offensive qui est en train de réussir. Alors là, il y a de quoi s'inquiéter. Crédit, depuis quand Monsieur Bernard-Henri Lévy a du crédit? Depuis ce qui s'est passé en Libye, excusez-moi, mais moi, je me bouche les oreilles. Ouais, voilà. Donc c'est vrai que quand on voit un Bernard-Henri Lévy gesticuler en Ukraine, vantant le mérite de l'armée ukrainienne, franchement, il y a de quoi s'inquiéter, les amis. Je vous le dis, hein. Voilà, je vous le dis. Alors, Fabien Roussel, qui a créé la polémique à l'occasion de la fête de l'humanité, qui s'est prononcé pour une gauche du travail préférable à celle des allocations. Ça a créé un petit peu le tollé, tout au long de ce week-end au travers des différentes réactions. Il a remis une couche d'ailleurs dans le Figaro en disant j'enfonce le clou, j'assume pleinement. Et puis il a un peu fait marche arrière hier sur Sud Radio au micro de Bourdin. En un mot, en une phrase, Philippe, est-ce que tu es favorable à la gauche du travail ou à la gauche des allocations? Et est-ce vrai et bien de parler ainsi quand on s'appelle Fabien Roussel, qu'on représente les communistes et qu'on a un discours de droite? Alors, je vais pas commenter Fabien Roussel, communiste, discours de droite, etc. Voilà, c'est une espèce en voie de disparition, les communistes. Si vous avez un couple, vous me le mettez de côté, parce que moi je suis écologiste. Non, je rigole. C'était mon petit clin d'œil aux Cosaques, parce qu'on m'a dit tu n'as pas été à la fête de l'humanité. Je lui ai dit non, c'est la fête de l'inhumanité qui se passe là-bas. Moi, je suis pour le travail. Je suis pour que les gens soient valorisés sur le travail. Je suis pas pour l'assistanat. Il est normal d'aider son prochain. Il est normal de ne pas laisser les gens sur le bas-côté. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire autrement, malheureusement, pour des raisons de santé, pour des raisons psychologiques, pour des raisons... et donc, il faut créer des emplois. Et dans toutes les entreprises, d'abord, ne jouent pas le jeu pour celles et ceux qui sont en situation de handicap. Je rappelle que c'est 6% de leur effectif qui doit être accessible aux personnes porteurs d'un handicap, quel que soit le handicap, parce qu'il n'est pas que moteur, il est aussi physique, il est aussi psychologique. Et
entre quelqu'un qu'on désociabilise, qu'on dévalorise, qu'on maintient sous perfusion, ou quelqu'un qui travaille honnêtement et qui peut ramener le pain à sa maison, à sa famille de manière fière et honnête, il n'y a pas photo. Ouais, je préfère qu'on valorise le travail. Mais il faut que le travail paye plus que de rester à la maison, sinon il n'y a pas d'intérêt. Nadia, sur Roussel. Oui, mais moi je ne comprends pas ce débat. Les communistes ont toujours été connus pour mettre en avant la valeur travail, donc qu'ils soient contre les allocations familiales, etc., ou les allocs, bref, tout ce qui est RSA et compagnie. Moi, ça ne me choque pas plus que ça. Maintenant, c'est violent. Oui, c'est violent. Et je pense qu'il a envie d'aller chercher des voix de l'extrême droite, tout simplement. Mais à la limite, il est droit dans ses bottes. C'est pas des voix de l'extrême droite, c'est des voix qui sont parties à l'extrême droite. Mais mais les communistes, en règle générale, le parti est un parti ouvrier. Donc les ouvriers sont là pour travailler. On n'a jamais entendu parler de communistes qui sont pour justement les allocations, RSA, etc. Oui, on est d'accord, il faut de la solidarité et je pense qu'ils sont pour la solidarité quand même, mais ils ont toujours mis en avant cette valeur travail, donc c'est pas si étonnant que ça. Et il a envie de ratisser large. Mais ça, par contre, on ne peut pas lui en vouloir. Par contre, moi, je suis bien clair là-dessus, parce que tu sais, il y a toute une polémique disant que ceux qui touchent le RSA ou les minimums sociaux ou les aides doivent travailler 10-15 heures, entre 10 et 20 heures, je ne me rappelle plus les chiffres, mais en tout cas 10 heures, ça me semble quelque chose de raisonnable pour la collectivité. Moi, ça ne me choque absolument pas. Tu te fais 2 heures par jour, soit en aidant à traverser les enfants devant les écoles, ou alors avec des sacs différents et une pince et tu nettoies en bas de chez toi, et donc ça évitera que les enfants salissent ou d'autres en disant ça peut être mon voisin qui ramasse, donc il faut que je fasse aussi gaffe. Ça me dérange pas d'avoir des gens qui vont débroussailler en forêt pour éviter les feux. Ils touchent de l'argent de la collectivité, de la solidarité nationale. Ils doivent en contrepartie quelques heures ou d'accompagnement pour les personnes âgées, pour les personnes qui sont alitées. C'est compréhensible, Philippe, ce que tu dis, mais d'un autre côté, il faut changer l'idéologie autour du travail et autour de la personne qui touche des allocations. Elle va se sentir agressée si tu lui dis « tu me dois ça ». En revanche, si c'est « on fait partie d'une communauté, il y a un besoin là », on va te former, on va faire ceci, on va faire cela, mais toi aussi, tu as un droit, c'est celui et une obligation, c'est celui d'aider la communauté. Bien sûr. Mais c'est ce que je dis. Oui, non, mais j'entends ce que tu dis. Mais quand tu le dis, il doit faire 10 heures, etc., c'est mal vu. C'est toujours une question d'interprétation. C'est mal vu pourtant, l'idée est la même. Quand ils vont réclamer leurs droits parce que ils sont en galère et qu'ils ont besoin de l'APL ou qui touchent l'allocation de la rentrée ou le RSA, c'est aussi violent pour le mec qui se lève à 5h du matin, qui touche 1002 et qui n'a pas le droit aux APL, etc. Je ne veux pas opposer les uns aux autres. Attention, c'est pas ce que je dis. Je dis, et tu l'as c'est une question d'interprétation. Tu l'as dit d'une manière très élégante. Nous vivons en communauté et donc par conséquent, nous avons des droits et des devoirs envers la communauté. Tout à fait. Tout à fait. Bon, alors les enfants, dans un instant... c'est dire, excuse-moi, je termine avec cette petite phrase, c'est justement éviter de dire c'est de l'assistanat. Les gens en ont marre. Ouais. Les Français en ont marre. T'assistes quelqu'un qui est en situation de difficulté. Et puis, il y en a entre nous, on ne va pas se le cacher. C'est les champions du monde il y aura toujours une minorité. Je sais pas si c'est une minorité. Enfin, je sais pas si c'est une minorité, mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est qu'effectivement, il y a des gens, il faut renforcer les contrôles. Il y a des gens qui arrivent à se déclarer alors maintenant, c'est un petit peu plus compliqué, mais qui se déclaraient à 2-3 départements différents et qui touchaient des subventions et des aides sur les 3 départements différents parce qu'ils n'étaient pas interconnectés. Aujourd'hui, avec la digitalisation et la numérisation, ça devient beaucoup plus compliqué. Mais tu as des gens qui sortent la calculette. Moi, je ne donnerai pas son nom. Une fille avec qui je discutais la semaine dernière. Attention, c'est de la délation. Non, mais on n'est pas suisse quand même. Non, je ne donnerai pas son nom. Mais j'insulte pas les Suisses. Non, mais je ne donnerai pas son nom. Mais elle m'a expliqué par A plus B comment elle faisait. Et en plus, elle vivait avec quelqu'un qui n'était pas déclaré et qui n'était pas mentionné dans ses sources de ressources. Et elle était à 1004. Dans un instant, le quiz et la belle histoire des génériques. On va parler de quelque chose que vous connaissez, Mike Gaver. Ça vous dit quelque chose? Yes. Voilà, on en reparlera d'un instant. L'histoire de ce générique de Mike Gaver. Et puis la battle, évidemment. D'accord ou pas d'accord avec cette proposition de la NUPES voulant faire interdire les jets privés?
à partir de janvier, ça va être déposé bientôt en tout cas, les jets privés pour les particuliers mais aussi pour les entreprises parce que ça pollue trop et il n'y a pas de raison, voilà, ils peuvent se déplacer aussi en train, ils peuvent se déplacer autrement qu'en jet privé. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? 44% sont d'accord et vous êtes pas d'accord ou d'accord? 01 40 33 9000, à vous de nous dire évidemment, on en reparle dans la battle et je vais être face à ce duo, Philippe, Nadia, qui eux sont d'accord, qui sont pas d'accord avec cette interdiction, alors que moi je suis totalement d'accord. À tout de suite. On va revenir un peu dans notre enfance maintenant, Nadia et Philippe. Il y a assez longtemps pour Philippe, un peu moins pour nous. MacGyver, évidemment, l'histoire du générique de MacGyver, c'est Mam, la belle histoire, c'est maintenant. La belle histoire des génériques. MacGyver, 1985-1992. Que de plaisir de vous conter l'histoire d'un générique aux notes reconnaissables en mille, de cette série américaine d'aventure et d'action ayant duré 7 saisons et 139 épisodes sur la chaîne américaine ABC. Cette série s'appelle MacGyver, du nom du personnage principal Angus MacGyver, ancien agent secret, aventurier dans l'âme et participant à de très nombreuses missions solidaires. Il deviendra membre de la fondation Phoenix, dirigée par Peter Thornton, interprété par l'acteur Daniel Carr. La particularité du personnage de MacGyver réside dans sa capacité de trouver toutes sortes de solutions scientifiquement ingénieuses à base de produits ou objets du quotidien. Ainsi, désamorcer une bombe, sauver des personnages en détresse ou même permettre l'évasion de prisonniers à tort n'a aucun secret pour lui. Série créée par Lee David Zlotoff et produite par Henry Winkler, celui qui incarnera Fonzie dans la série Happy Days. Cette série, MacGyver, apparaît sur les écrans français le dimanche 4 janvier 1987 dans le cadre de Dimanche Martin sur Antenne 2 et depuis multi-rediffusée. Interprétée par le talentueux Richard Dean Anderson, la série connaît une renaissance en 2016 avec l'acteur Lucas Steele pour 5 saisons de 2016 à 2021. La célèbre musique du générique est signée Randy Edelman et c'est bien de ce générique dont il est question que je vous propose d'écouter MacGyver 1985-1992. Est-ce que ça te rappelle des souvenirs, Nadia, MacGyver? Est-ce que tu regardais? J'étais amoureuse aussi. Ah bon? Bah oui, toutes les films de mon âge, je le trouvais super beau, en plus des brouillards, il trouvait des solutions à tout, sincèrement, c'était le rêve. C'était le Philippe Bouriaki des temps modernes, quoi, c'est ça? C'est à peu près comme ça. Voilà. Aïe, 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 aïe. Et puis le générique aussi, il est formidable. Excellent. Ouais. Merci Mam, demain rendez-vous pour une nouvelle série, voici le quiz. Le quiz. Avec mes petites questions, tiens, alerte à la crise, mais à la crise du rire. Oui, nous passons combien de minutes selon vous, selon une vraie étude sérieuse, par jour à rigoler? 10 minutes. Alors beaucoup moins. 5. Non. 3. Non. 1 minute. 1 minute. Contre 19 minutes en 1939 et 6 minutes en 1983, on ne rigole plus. Ah ouais, on s'amuse plus, on se détend plus, on fait la gueule. Je suis pas du tout dans ce stat, hein. Moi je dois être à 1 ou 2 heures par jour. Ouais. Mais vraiment, je te jure, je me marre toute la journée. Interdit de territoire, oui, mais Jed aussi, tiens, il passe des heures à rigoler lui. Ah, il fait ça, lui. Lui, il fait péter le record, la moyenne. Hein. Interdit de territoire pendant 3 ans d'Australie. Quel tennisman Djokovic pourrait voir son interdiction levée à la suite de la nomination d'un nouveau Premier ministre, Novak Djokovic, évidemment, mon ami Philippe, bonne réponse. La rentrée scolaire a été bonne, a jugé le ministre Papandiaï. Il a annoncé combien de contractuels qui vont être recrutés? 2000, je crois. 20 000? Non, pas moins que 20 000. 10 000? Un peu plus de 2000. 4 000? 4 000. 500? Allez, 4 500 est la bonne réponse pour Philippe. Vas-y, joue toi aussi. Non mais... T'as le droit de plusieurs réponses. Qui a déclaré au Parlement britannique: je sens le poids de l'histoire? Charles III. Le roi Charles III, effectivement. Et enfin, l'enquête pour viol et agression sexuelle sur mineurs, classée sans suite pour Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, concernant l'ancien ministre Nicolas Hulot, pour prescription de l'action publique. Non, ça c'est... Je trouve ça dégueu. Pourquoi dégueu? Parce que prescription alors que... bon, bref. Bah oui, il y a prescription. Voilà. Dans un instant, la battle. On va s'engueuler. On va s'engueuler dans un instant. On va rigoler aussi. Sur cette proposition de loi de la NUPES qui propose d'interdire
les jets privés pour les particuliers ainsi que pour les entreprises. On demande aux Français de faire des économies, de mettre leur chauffage à 19 degrés, de réduire leur consommation de 10%, c'est ce que nous a demandé Emmanuel Macron. Et pour ceux qui sont riches et qui ont des jets privés, eux ont tous les droits. Du coup, est venue cette idée, faut-il interdire l'utilisation des jets privés, sauf cas exceptionnels? On en débat, d'accord ou pas d'accord. 44% sont d'accord, je le suis, et ils ne sont pas d'accord. Ils s'appellent Philippe Broyaki et Nadia Chérif. Et vous, qu'en pensez-vous? 01 40 33 9000, à tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, c'est l'heure de la battle. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. Je suis contre la peine de mort. Oui, il y a une fracture sociale forte. Travailler plus pour gagner plus. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Parce que c'est notre projet! La battle du jour aujourd'hui concernant cette proposition de la France Insoumise, aux députés de la France Insoumise qui souhaitent présenter au Parlement, voulant faire interdire l'utilisation des jets privés à partir du mois de janvier prochain pour les particuliers et pour les professionnels, pour les entreprises. D'accord ou pas d'accord avec cette proposition? Vous jouez les arbitres, amis auditrices, auditeurs, au 01 40 33 9000. Et comme je suis un peu en minorité, tout seul, je vais développer mon argumentaire. Et évidemment, ils pourront intervenir. Alors pourquoi il est intéressant de vouloir faire interdire les jets privés? On a eu cette polémique il n'y a pas longtemps autour des joueurs du Paris Saint-Germain qui se sont déplacés, vous le savez, en jet privé pour se rendre à Nantes. 2 heures de train. On aurait peut-être pu éviter de sortir le jet privé. Alors ça, c'est un cas un peu particulier parce que de déplacer une équipe entière avec des stars, ça nécessite quand même en préalable une préparation pour prendre le train, mais pourquoi pas le car. Aujourd'hui, on est en train de nous demander de faire des économies à tout va. Au vu de cette crise énergétique importante qui arrive, on en a parlé, débattu à de nombreuses reprises dans cette émission. Pourquoi il serait scandaleux à ce qu'on interdise un temps, au moins qu'on puisse peut-être y voir un petit peu plus clair, l'utilisation des jets privés, parce que ceux qui ont des jets privés, c'est pas des gens qui sont au SMIC, on est d'accord, pour les particuliers et pour les entreprises qui seraient obligés, on nous demande, on est en pleine, on utilise le mot sobriété en ce moment, et bien qu'il s'applique à tout le monde, il n'y a pas de raison qu'il s'applique qu'à une certaine catégorie de la population. C'est pour ça que moi je suis d'accord avec cette proposition. Philippe, Nadia, à vous de jouer. Non, mais moi, je suis en train Là, on marche sur la tête parce que tu es en train de dire que des personnes qui ont les moyens, oui, on va leur interdire et ils vont être pénalisés. Ils vont payer les pénalités. Et ceux qui n'ont pas de moyens, ils sont obligés. Voilà. Ils n'ont pas le choix. Oui, non, mais ça, c'est comme d'habitude. Non, mais ça, c'est comme d'habitude. La battle s'interrompt. Oui, non, mais ça, c'est... Oui, mais il fait ce qu'il veut. De toute façon, il est galant quand même. Mais ce que je dis aussi, c'est que de toute façon, s'ils ont les moyens, ils vont y arriver et ils vont trouver des subterfuges pour pouvoir justement arriver à leur fin. Donc, pénalisé par l'interdiction, ça n'a jamais marché. Jamais, jamais, jamais. Donc on laisse faire, on pollue. Non, et là je suis d'accord avec Philippe. Avec l'utilisation des jets privés, on pollue davantage. Une compensation. C'est-à-dire qu'ils doivent payer en fonction du tort. C'est le principe du bonus. Voilà, bon, Philippe, va au secours de Nadia parce que là, c'est pas terrible. Eh ben, écoute, moi, en tant qu'écologiste, tu devrais t'attendre que je dise oui, camarades, interdisons les jets privés, interdisons les véhicules de riches, interdisons les riches, prenons tout et redonnons tout au peuple. Non, attendez, on va arrêter la démagogie. Nous sommes, à l'écologie au centre, pour le principe pollueur-payeur. Nous demandons, est-ce que les taxes sur le kérosène, et c'est le cas actuellement sur les privés, et sauf sur les compagnies internationales. C'est pour ça que, tu vois, la dernière fois, ils ont dit des bêtises à la télé, qu'elles soient augmentées de façon assez énorme, parce que pour un riche qui paye 10 000 ou 20 000 quand il a un jet privé, ça lui fait ni chaud ni froid, lui. Donc ça ne change rien à son budget. Et qu'en plus de cette taxe qui serait doublée, il doit compenser son émission de CO2 en plantant des arbres, etc., et avec justificatif à l'appui. Donc c'est-à-dire qu'en gros, on lui triple sa taxe. Voilà. Tu ne peux pas, dans une démocratie, sauf si tu es une dictature, parce que demain, on va aller encore plus loin, les particules fines, ça tue 65 000 personnes en France par an. Les particules fines, c'est ce que les véhicules émettent en pollution. Non, mais il y a un business des véhicules. Il y a un business dans ces cas-là, interdisons les véhicules,
les automobiles, interdisons... Non mais je pars à l'extrême. Sortir de chez eux pendant à cause du Covid. Oui, mais vous vous offusquez parce qu'on va empêcher de sortir les riches avec leur jet privé. C'est scandaleux ce que vous êtes. À un moment donné, faut être logique. Faut être logique. C'est qui ton dealer? Il faut qu'il change de produit là, c'est sûr. Non, faut être logique. Sincèrement, Christophe, pénaliser les personnes qui ont de l'argent, qui ont des avocats, qui sont multimilliardaires, qui ont des fiscalistes, et leur dire, eh ben monsieur, on va vous pénaliser, vous n'allez pas pouvoir prendre votre jet privé. Vous allez faire comme les autres, vous allez gérer encore plus loin. Christophe, gérer encore plus loin. Et en plus, ils ont des sociétés à travers le monde. À travers le monde. Donc avec l'argent, on achète tout, on achète tout. Non, c'est ça. Quand on n'a plus de principe, on n'a plus d'honneur. Eh ben, on voyage plus. Excuse-moi. Tu vas dire à tous ceux qui prennent Air Algérie, vous prenez plus Air Algérie, ça pollue. Quand tu as des sociétés fantômes qui sont capables de gérer la fiscalité d'autres sociétés, tu sais très bien que tu peux déplacer le problème. Mais carrément. Faut arrêter. Carrément, parce que là. Faut rester lucide. Excuse-moi Nadia. Carrément, parce que là, en fin de compte, on va dire aux Français, aux entreprises françaises et aux propriétaires français. Tu vas pas pouvoir le faire pour les étrangers, c'est pas possible. Donc moi, si je suis un propriétaire français, j'achète un avion sous pavillon britannique et je te dis, Toz. Donc je vais, c'est de la foutaise. C'est juste pour pouvoir exister à l'Assemblée nationale. Julien Bayou, mais j'ai même envie de dire que quand nos gouvernements prennent un jet qui prend 20 minutes pour aller à tel endroit, nos ministres, personne ne dit rien. Il faut montrer aussi l'exemple. Ben, évidemment. Ça arrive à plusieurs reprises. Après, pour revenir sur la polémique du PSG. Houssen qui nous dit Philippe est fou. Houssen. Attends. Oui. Pourquoi il est fou? Mais comment est-ce que les joueurs du PSG, c'est pas des millionnaires? Si, bien sûr que si. Ils prennent des avions. Pourquoi est-ce que les milliardaires, ils n'ont pas, on leur permet de payer pour polluer? Non, c'est pas qu'on leur permet. Les humains, est-ce qu'ils ont des cornes? Les êtres humains. Ils prennent des vols réguliers comme tout le monde pour faire leur business. Non, mais les vols réguliers. Non, mais les vols réguliers. Comme tout le monde. Mais non, mais arrête les vols réguliers. Attends, Houssen. Attends. Pas comme tout le monde. T'as pas coupé? Houssen, t'as une voiture? J'ai une voiture. Attends. Voiture de service. Attends, t'as une voiture de service, mais à titre personnel, est-ce que tu as une voiture? Oui, j'ai une voiture. Je roule quasiment pas. Attends, laisse-moi finir, Houssen. Est-ce qu'il t'arrive des fois de te déplacer tout seul dans une voiture? Mais oui, alors il le prend. Non, j'utilise pour la famille. D'accord. Bah, alhamdoulilah, c'est super. Merci, Houssen. Voilà, et bah, dans ton véhicule de service, dorénavant, il est. Mais faut pas comparer une voiture à un jet privé, arrêtez de dire n'importe quoi. Mais si tu compares 30 millions de voitures, les jets privés à côté, c'est de la rigolade. Faut dire n'importe quoi. Mais non, mais arrête, Christophe, écoute un petit peu au lieu d'être borné comme ça, d'être un extrémiste. Je suis en train de te dire. Des gens qui ont la nécessité d'avoir une voiture pour aller travailler, pour aller faire des courses, à quelqu'un qui prend un jet privé pour aller sur son île paradisiaque ou pour se. Mais c'est son kiff. Pour aller à Marseille. C'est quoi? Tous les milliardaires vont se barrer de France et on sera rien contre pro. Et super, on aura plus de richesse dans ce pays, ça sera super. On est dans une situation. T'as des gens en crise énergétique. Mais il laisse pas finir, c'est infernal. Moi, crise énergétique. Tu comprends ce que ça veut dire ou pas? Mais c'est pas une question de crise énergétique. Je suis en train de me dire jet privé ou pas jet privé parce que ça pollue. C'est pas une question de crise énergétique. La Nupes là, Julien Bayou quand il passe son truc, c'est pas pour une crise énergétique. Il dit parce que les avions, machin, etc. Ça pollue plus que ceci, cela. Certes, c'est vrai, c'est une réalité. Par conséquent, nous demandons à doubler les taxes de kérosène sur les jets privés. Nous demandons en plus qu'ils compensent leur taux de CO2 en replantant des arbres et en augmentant le taux de CO2. Mais non, c'est pas utopiste, c'est ce qui se passe actuellement. C'est ce qui se passe actuellement, c'est obligatoire, c'est la loi. Tu plaisantes, c'est la loi. C'est la loi. Tu dis, mais à un moment donné, mais c'est la loi, c'est la loi. Bon bah tu vas planter des arbres. Tu peux dire à quelqu'un, t'es pénalisé et donc t'es touché au portefeuille. Et touché au portefeuille, non, touché au portefeuille, ça touche plus. Et de toute façon, tu peux pas interdire. Et surtout à du multimillionnaire, Christophe, sois cohérent, s'il te plaît. Je suis cohérent, justement. C'est en étant favorable à cette interdiction que je suis cohérent. C'est vous qui ne l'êtes pas. Ça sera retoqué. Tu trouveras toujours des failles. Christophe, ça sera retoqué par la Évidemment. Le pouvoir en place, c'est les amis des riches, c'est normal. Donc ça va. Mais non, mais je parle pas du pouvoir local. Quand tu sens qu'il y a un gouvernement avec des ministres qui prennent des jets, faut arrêter. Et personne ne dit rien et ils sont pas
pas pénalisés. bah et c'est le gouvernement. Donc c'est normal. En fait, on laisse les gens prendre des jets privés. On dit, c'est pas ce qu'on dit. Les ministres Ils allumer le leur savent. bagnole pour qu'ils aient de la clim. Les gens n'avaient pas. Non, il y avait eu un. Et le gueux, il doit faire des efforts. Et l'électricité qu'on consomme là pour pouvoir faire la radio, ça pollue, Christophe. Quand tu respires, tu pollues, Christophe. C'est pas parce que tu parles pas raison, je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Tu pollues. Nadia. C'est ça qu'il faut comprendre. Non, Philippe, mais à un explique-lui moment que c'est pas donné. en parlant fort qu'il aura raison. Il le sait, Juste, Philippe, aujourd'hui, on est en train de montrer quoi comme image de notre société. Aujourd'hui, tu as de l'argent, tu fais ce que tu veux, tu craches à la gueule des gens. Toi, ça a toujours été, hein, tu gagnes le SMIC, et dans une période de crise comme on connaît et qu'on va connaître, une crise énergétique, il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes qui fassent des efforts, et que même ceux qui ont de l'argent et du pognon à gogo fassent aussi des efforts, et qui rangent leur putain de jet privé de merde. J'ai l'impression d'avoir Mélenchon en face de moi. Ouais, mais au bout d'un moment, ça va, quoi, tu vois. Ah ouais, mais coupons la tête aux riches. Non, mais c'est parce que. C'est quoi, tu fais. En vérité, je vois Julien Bayou en face de moi. Le mec, il a créé. Attends. Non, mais il a rien fait, Julien Bayou. Attends, il a rien fait. C'est le député de la France Insoumise. C'est sa. Non, t'es fou, c'est sa proposition de loi. Julien Bayou, tu rigoles ou quoi? C'est lui qui a fait cette proposition de loi. Attendez, la France Insoumise. C'est pas parce qu'il le dit que c'est faux. Julien Bayou, il a créé le collectif Jeudi Noir. Puis le collectif Sauvons les riches. Julien Bayou, dans le collectif Jeudi Noir. Dans le collectif. J'ai pas fini. Dans le collectif Jeudi Noir, Julien Bayou. T'excuses pas. C'était on récupère les logements. Enfin, les bureaux pour en transformer des logements. Julien Bayou a hérité d'un bien immobilier qui était un logement qui a été transformé en bureau. D'accord. Est-ce que vous pensez que 90% des Français font attention aux jets privés alors qu'ils n'ont pas de quoi manger? Bien sûr, à celui à qui tu demandes de faire des économies, de se chauffer à 19, crois-moi que ça va l'emmerder de savoir que toi, tu vas pouvoir prendre ton jet privé polluer davantage. Il s'en fout pas, Nadia. Faut arrêter de prendre des gens pour des idiots. Non, j'ai pas dit ça. Il faut pénaliser à travers des amendes. Mais sincèrement, celui qui a pas de quoi manger est payé. Mais ça marche pas, les amendes, Nadia, puisqu'ils ont les moyens de les payer. Oui, qu'ils les payent et que ça aille ailleurs, ça aille dans les poches des personnes qui n'ont pas les moyens. L'avantage d'une amende, c'est celui qui comprend que ça lui fait mal quand il paye cette amende. Quand un multimillionnaire va payer. Non, c'est punitif quand c'est un montant conséquent. Ouais, et que tu budgétises, c'est pas pareil. Ouais. Non. Bon, en clair, j'ai raison, quoi. Non, on est d'accord. T'as pas raison. Évidemment, et continuez de voter et donnez-moi raison, les amis. Voilà. On va voter et puis on verra qui arrive. Voilà, c'est ça. Et de toute façon, c'est pas comme ça une battle. C'est que quoi, chacun pense ce qu'il veut. Non, c'est celui qui a parlé le dernier qui a raison. Tu connais la chanson ou pas? T'es trop intelligent pour ça, Christophe. Merci Nadia. Eh bien, si c'est terminé lui, moi je te assure qu'il a le cul d'une huître. Quoi? Il est malade ce type. Il est malade. Qu'est-ce qu'il a invité lui, hein? C'est toi. Ah bon? Bah, j'ai fait cette connerie. Bon, allez, je siffle la fin de je peux dire quelque chose. J'ai un oncle qui est décédé et qui était un membre du conseil communautaire marocain de France qui s'appelle Moulay Mehdi Zaini Idrissi. Il est décédé vendredi dernier et il y a la Salat al-Janaza jeudi prochain à 15h à Montfermeil. Voilà. L'Arahmou et qui repose en paix, Inch'Allah. Amin. Merci beaucoup, Nadia, en tout cas, d'être venue aujourd'hui. Ça fait plaisir de te voir en studio, en pleine forme, visiblement. Il se croit où là? Voilà, il y a un replay. Il y a le replay. À quelle heure le replay d'ailleurs? Appelle-nous. Allez-y sur le grand forum, sur Twitter, le grand forum FM2, pour voir les âneries que Philippe Porecki a sorties tout au long de cette émission. Massacrez-moi. Allez-y, il adore ça. Et la rediff, c'est à minuit. Voilà, je vous le dis. Allez les amis, on remet tout le monde dehors. Demain on sera avec qui demain? Il y aura Sonia, qui a une nouvelle chroniqueuse qui va venir s'essayer à cet exercice. Il y aura Audrey Pronosti et il y aura Farid Tabsamani demain entre 16h et 18h. Merci Nadège, à demain. Salut Nadia, salut Philippe. Merci à tous. Ciao. À bientôt. Émission Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. Et dans un instant, c'est celui qui ne fait pas partie de la crise du rire puisqu'il rigole à chaque fois qu'il a l'occasion de le faire. C'est-à-dire au moins 150 fois à 200 fois par émission. Et vous allez pouvoir le constater dans un instant avec Medjahed qui arrive dans un instant juste après les infos et le journal de 18h. Bonne soirée, à demain. Ciao.